Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce, je sais pas, 9e numéro de No Code Talks, je sais plus, j'ai déjà perdu le fil et j'avais pas vu que vous étiez autant, déchaînés dans les commentaires déjà, donc bienvenue à toutes et tous, Mathieu, Xavier, Matt, Martial, Adrien et les autres. Donc je suis Pierre Simonin, freelance no-code, membre de No-Code France, l'association de la communauté francophone des acteurs du no-code, et salut Émilie et Walter. Cette émission est en direct sur le Twitch No-Code France, sur LinkedIn, tous les premiers mercredis du mois, c'est pour ça qu'on est un vendredi, évidemment, donc on a eu un petit décalage ce mois-ci, et vous pouvez trouver le replay en podcast sous le nom No-Code Talks avec Pierre Simonin, ou sur ma chaîne YouTube, Pierre Simonin No-Code. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas le no-code, donc c'est à la fois un ensemble d'outils et un mouvement qui vise à développer des outils ou des applications sans avoir besoin d'écrire de lignes de code informatiques. Et petit teasing, la prochaine émission nous permettra d'en savoir un peu plus justement sur ce qu'est le no-code. Ce mouvement no-code connaît un engouement de plus en plus fort, dans la francophonie en particulier, avec la communauté No-Code France notamment, qui existe depuis 2019 et qui compte aujourd'hui près de 12 000 membres sur notre Slack. Mais pour beaucoup de ces passionnés, deux questions se posent. C'est un, est-ce qu'il existe des débouchés professionnels dans le no-code? Et ensuite, parmi ces débouchés, quelle carrière éventuellement peut être faite pour moi? Donc pour aider à trouver sa voie dans le no-code, je reçois aujourd'hui Stanislas Verjus-Lisfranc. On ne présente plus Stan, c'est véritablement un des piliers sur lesquels se sont construites la communauté et l'association No-Code France. Mais au cas où, je vais quand même faire cette présentation, même si c'est pas évident, parce que en parcourant un peu sa page LinkedIn, elle est encore plus dense que la mienne et c'est pas peu dire. C'est assez impressionnant. Donc, de formation, Stan est journaliste. Et d'ailleurs, il a jamais vraiment coupé les ponts avec ce mélange de fond et de forme qui font un bon journaliste, que ce soit dans ses activités de photoreporter, de streamer, de vidéaste ou encore de documentariste, puisqu'il présentera la semaine prochaine son documentaire très très attendu, Révolution No Code. Mais il est aussi formateur, créateur de contenu sous toutes ses formes, consultant et prestataire no-code, notamment sur ses outils de prédilection, qui sont Glide et Gathertown. Ça change de tous les gens qui font du Airtable. Et aujourd'hui, il est là pour nous parler de ses 10 000 vies dans le mouvement no-code et de tous les parcours inspirants qu'il a pu croiser pour le documentaire et en dehors. Bienvenue Sam. Bonjour, merci beaucoup pour cette très chouette présentation, j'espère que tu vas bien. Que vous allez bien, le chat aussi. Ben, ça va bien. Le chat a l'air mais on fire. J'ai jamais vu ça. C'est l'effet Stan, quoi. C'est les amis dans le chat, ça fait plaisir. Plein de pseudos qu'on reconnaît. Donc, on est aujourd'hui ensemble pour une grosse heure. J'ai pas vu que j'avais les commentaires aussi à droite de mon écran, pardon. J'étais sur Twitch, mais aussi du coup je vois aussi ceux de LinkedIn. Excuse-moi de couper, pardon. Attends, si je dois t'expliquer comment fonctionne StreamYard, là, je me dis, il y a un souci. Ça Hein. fait longtemps, ça fait longtemps. Tu es notre papa à tous pour le stream. Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai pas. Moi, j'utilise pas StreamYard en fait pour stream. C'est pour ça que à chaque fois que je retourne sur StreamYard, Et là, en plus, je suis des guests, donc comme j'avais pas accès à la. En bref, c'est pas grave. Je me tais, vas-y, excuse-moi. Eh bien, écoute, voilà, tu vois les gens, n'hésite pas évidemment à leur répondre. De vive voix, c'est ça qui fait vivre les échanges. Donc, on est ensemble pour une grosse heure pour échanger autour de la question. Comment trouver sa voie dans le no-code, c'est un très vaste sujet. Déjà, selon toi, est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui du no-code? Tout de suite, directement les grands trucs. Bah, en fait, je pense que je pense deux choses. Déjà, je pense qu'il y a quand même un petit fantasme autour du no-code, avec cette idée de prendre en main des outils qui vont te permettre de pouvoir gagner beaucoup d'argent ou devenir riche, faire 1 million d'euros, vivre à Bali, etc. C'est un truc qu'on entend très souvent, c'est un discours qu'on a très souvent. Moi, je me tape énormément de pubs en ce moment sur des gens qui me promettent de gagner 40 heures par semaine, de devenir riche avec le no-code, etc. Quand tu vois, je pense vraiment à l'intérieur des gens aujourd'hui, je pense qu'ils gagnent leur vie. Enfin, après, il y a toujours ce truc de qu'est-ce que gagner sa vie, c'est quoi l'argent qu'il faut au minimum. Mais toi, si je prends aujourd'hui, par exemple, des freelances qui facturent, on va dire, 4 000 euros de CA par mois, ce qui leur revient dans leur poche à avoir un 2003, 2004 net, ce qui est quand même un bon salaire, tu vois, qui n'est pas un salaire astronomique, mais qui est quand même un bon salaire en moyenne aujourd'hui dans le freelancing, etc. Je pense pas non plus qu'il y en ait des centaines et des centaines. Et je pense que tu vois, des freelances, on va dire, qui facturent 4 000 euros de CA par mois,
sur la France, je pense qu'il doit y en avoir tu vois, je pense qu'il y en a une, je sais pas, une cinquantaine, une soixantaine et je pense pas plus, quoi. Moi, je Je pense que pense je pense je pense qu'il y en a plus que ça, mais effectivement, c'est un bon point. C'est-à-dire que, on n'a pas oui, on les peut stats gagner ça. au doigt mouillé, quoi. Je fais ça, voilà, comme ça, mais Après, quand tu vois, enfin, tu recherches n'importe quel outil, no code, rien que sur Malte, c'est des centaines de personnes que tu trouves, donc ouais, mais heu, est-ce qu'il y a des centaines d'offres, tu vois? Moi, par exemple, sur ça Malte, j'ai pas eu une seule offre depuis que je suis inscrit sur Malte, tu vois? moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment, essentiellement sur Malte et ça marchait très, très bien et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de Malte parce que du coup, j'ai mes clients, récurrents et le bouche à oreille qui fait. Mais effectivement, c'est un bon point, qui est que, est-ce qu'on peut vivre du no code aujourd'hui? Dans l'absolu, oui. On est beaucoup à le faire, voilà, moi le premier. Ouais, Après, effectivement, il faut remettre dans le contexte, ça veut pas dire que c'est facile, qu'il y a juste à se baisser pour ramasser des missions ou des emplois à l'appel. C'est un peu plus compliqué que ça. Heu Effectivement, il faut pas croire, les vendeurs de tapis qui promettent du rêve et des outils hyper simples à prendre en main et me vous dire qu'il allez, est riche, vous faire un voilà, riche en outils. le fameux SMIC LinkedIn à 10 000 € par mois, ce qui est une absurdité, absolue. Donc c'est effectivement bien de replacer le contexte. Je regarde Mais un Mathieu peu. ouais, Mathieu dit intéressant, ça dépend de l'outil. Je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, Ouais, tu vois, par exemple, je pense que c'est pas des paris, mais tu vois, aujourd'hui, si tu déjà, on va partir du principe que si tu veux réussir à vendre de la presta, faut quand même être bon sur un outil. Si tu es moyen sur un outil, tu vas faire des prestats, mais en fait, ça va pas forcément bien marcher ou tu vas en faire 3 et puis après ça va lâcher. Donc si tu es bon sur un outil, je pense qu'aujourd'hui, si tu es bon sur Webflow, si tu es bon sur Bubble, si tu es bon sur WeWeb, si tu es bon sur Make ou Airtable, tu trouveras des missions. Si tu es très bon, j'en parle même pas. Mais je pense que si tu arrives sur des outils un peu moins, tu vois, par exemple sur Glide, aujourd'hui, tu vois, le marché sur Glide, il est pas dinguissime. Tu vois, les freelance Glide, bon, il y en a pas beaucoup, il y en a qui arrivent à vendre, mais souvent, c'est en complément d'autres outils. Mais je pense que, voilà, il y a des outils qui font qu'ils marchent mieux que d'autres. Si aujourd'hui, tu es une brute sur Bubble, bah, tu trouveras du travail et des missions. Si tu es une brute sur du web, tu trouveras des missions aussi. En fait, ça dépend des outils. Si tu fais tu vois, Mathieu dit quelque chose sur Software Only. Bah, je pense, mais tu vois, en fait, la question, c'est ça aussi, c'est que toi, c'est sur un marché. C'est que je pense que toi, Mathieu, tu peux le faire, et j'espère que toi, tu pourras le faire avec ça, mais je sais pas à quel point est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et moi, je pense vraiment, tu vois, aujourd'hui, qu'il n'y a pas non plus tant de gens que ça qui gagnent, qui facturent. Après, c'est beaucoup, 4 ça. Enfin, c'est beaucoup. C'est une somme d'argent, 2 300 € gagnés, 2 300 € net par mois, c'est une grosse somme d'argent aussi, tu vois. Mais je pense qu'il n'y a pas non plus tant de gens que ça qui arrivent à facturer et arrive à dégager plus de 2 000 € net sur le no-code. Il y en a, mais je pense que par rapport au nombre de personnes qui essayent de le faire, je pense qu'on n'est pas à plus de 50%. très Entre certainement. le nombre Après, de dispo et le nombre de gens qui rentrent. Mais il y a plus de alors, chiffres. C'est un ressenti. effectivement, c'est un très bon point. Ceci dit, on va dire que dans les personnes qui essayent de le faire, il y en a une grande majorité qui essayent depuis peu de temps, donc pour lesquels, on va dire, les chiffres veulent pas forcément dire grand-chose. Moi, si tu prends ma première année de freelancing, tu en déduis que être freelance, ça rapporte pas et qu'il faut jamais le faire, quoi. Bien sûr, Donc c'est ouais. c'est normal qu'il y ait toujours une période de démarrage, mais effectivement, c'est pas forcément simple. Après, le sujet aujourd'hui, c'est pas uniquement le freelancing. En la matière, je vous recommande le 1er épisode de No Code Talks, pour lequel j'avais invité Julien Mottet, vraiment sur ce sujet purement du freelancing, et également le dernier épisode du podcast Contournement, sur lequel, donc avec, évidemment Alexis Kovalenko, on a échangé encore une fois avec, donc Julien Mottet et moi, sur ce sujet du freelancing, on est un peu moins, rentré dans le détail du comment, mais, on donnait un peu plus une vue d'ensemble, on va dire, du marché, et l'état de l'art à la fois du freelancing et des outils. Mais Donc c'est ce qui peut statuer, ce qu'on peut dire, pardon, c'est ouais, le fait qu'aujourd'hui, si on vous dit, forme ton no-code, tu vas devenir riche et tu vas pouvoir vivre à Bali et être digital nomade, bah, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Sinon, j'ai envie de dire, ça serait, sinon toute la planète ferait du no-code. Et attention au discours qu'on peut vous vendre en vous disant, suis ma formation ou viens faire ça, tu vas devenir riche et gagner de l'argent. Non. Mais évidemment, après, c'est comme tout. Si je pense aujourd'hui, tu veux vraiment gagner beaucoup d'argent rapidement, enfin, si aujourd'hui tu veux faire un métier et gagner beaucoup d'argent, va faire du dev. Je pense que si tu as un bon dev, tu gagneras beaucoup plus que si tu faisais du no-code. Et au moins, entre guillemets, il y a un marché de l'emploi qui est très structuré, qui fonctionne. mmh. Donc voilà, et personne ne peut vous promettre, ne soyez pas forcément crédule. Je sais que ça peut arriver, c'est pas grave, c'est un apprentissage, mais essayez de le passer. Si on vous dit: «Tu vas devenir riche au no-code», non. Après, c'est comme partout, si tu es bon, tu deviendras riche, c'est pas une question, mais tu gagneras de l'argent. Mais ça, c'est comme partout, si tu es bon n'importe où, normalement ça marche.
Non, mais enfin, c'est voilà, on peut vivre confortablement, en faisant du no-code, Bien sûr que oui. mais c'est pas forcément simple et c'est même pas forcément immédiat. Moi, j'ai la chance de m'en sortir très, très bien, mais par aussi les concours de circonstances, de la chance et Tu m'as cetera dit que tu gagnais et plus de 150 000 € par mois, c'est ça, Pierre? Tu m'avais dit, non? Non, c'est non. tu vas acheter un bateau, non, c'est ça, non? Mais non, mais je gagne plus que les chiffres que tu évoquais, qui sont déjà effectivement des bons salaires et au-dessus de la médiane, nettement au-dessus de la médiane de revenus en France. C'est important de le souligner. Heu, mais c'est pas juste forcément une recette à appliquer qui est réplicable. Si demain je repartais de zéro, je me relançais en tant que freelance no code, je suis pas du tout, assuré d'arriver au même, au niveau que j'ai atteint aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de facteurs externes aussi qui existent, mais c'est vrai que c'est important finalement, et c'est un bon recadrage du sujet que tu as fait, c'est que trouver sa voie dans le no-code, on s'adresse avant tout aux personnes qui sont passionnées de no-code, enfin passionnées à différents niveaux. Il y a des personnes qui sont vraiment à fond, qui vivent et qui respirent no-code. Il y a des personnes qui trouvent ça hyper intéressant et qui se disent, ben, je me verrais bien faire ça dans ma vie professionnelle suivante. Mais on s'adresse pas aux gens qui ont entendu que c'était le nouveau filon et que c'était là qu'il y avait l'argent à se faire aujourd'hui. C'est pas pour ça qu'on est là et c'est en grande partie faux. Donc voilà, replaçons les choses. On est à essayer de vite, voilà, c'est comment vivre du no-code et pas comment devenir riche grâce au no-code. C'est vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a un truc, pardon, peut-être que je préchote une de tes questions. Moi, il y a un truc qui m'a pas marqué, mais je me suis rendu compte, et en y réfléchissant là aussi, que la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils sont devenus amoureux du no-code instantanément. Enfin, tu vois, ça n'a pas été un apprentissage, ça a été genre un déclic, et ça a été genre un truc qui se passe dans le cerveau, et tu te dis, putain, en fait, c'est incroyable, quoi. Genre, il y a un truc à faire. Et toi, et quand je pense aux gens que j'ai rencontrés pour le documentaire, aux gens dont je connais un peu les parcours, etc., ça a rarement été quelqu'un tu sais, qui s'est dit, genre, voilà, il a découvert un outil, il a découvert Make, il en a fait un peu, puis il a avancé. C'est souvent des gens, en tout cas, les gens qui font du no-code, on va dire professionnellement, et qui se forment dessus, c'est des gens pour qui ça a été, genre, le truc, quoi. Ils se sont dit, putain, en fait, bah, c'est un besoin. Et moi, ma rencontre avec le no-code, c'est, on me présente Glide, et là, je me dis, bah, putain, je peux faire des apps, en fait. Genre, je peux faire des trucs, quoi. Et ça a été instantanément, tu vois. Et moi, je sais que les étudiants que je forme, qui accrochent au no-code, bah, en fait, ouais, c'est l'effet waouh, mais en fait, c'est plus que l'effet waouh. Parce que je pense que l'effet waouh, par exemple, tu peux l'avoir pour plein de trucs, en fait. C'est l'effet waouh plus le truc qui va te débloquer dans le cerveau, dans lequel tu vas dire, putain, mais en fait, je peux faire des choses. Et c'est vrai, c'est le coup de foot pour moi. C'est vraiment ça, en fait. Tu vois, je pense que les gens qui font du no-code aujourd'hui, et toi, je pense que dans la commu, ceux qu'on en fait leur métier, ça a été le truc de, en fait, Mmh. enfin, après, je veux dire, je pense qu'il y a deux trucs. Il y a des gens qui ont eu cet effet-là et des gens qui se sont dit, c'est une opportunité business de dingue, je peux faire beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a quand même à nuancer, il y a ces deux teams-là, et je pense que le marché, le monde du no-code va peut-être se segmenter vers ces deux visions-là. La vision, on va dire plus, alors pas puriste, etc., mais plus, on peut faire des trucs dingues, on peut permettre à des gens de faire des outils, et la vision ça permet de faire de l'argent, quoi. Qui n'est pas forcément, on va dire, opposé, mais qui, je pense, est de manière différente, quoi. Oui, et disons que l'amour déjà du produit et des outils et des possibilités aide. C'est vrai que moi j'ai eu ce coup de foudre aussi. Enfin, quand j'ai commencé il y a un certain nombre d'années déjà avec Zapier, quand j'étais entrepreneur, j'ai accroché tout de suite, et ce qui est venu plus tard, c'était la prise de conscience que en fait, il était possible d'en faire son métier. Ce que je n'imaginais pas du tout. À l'époque, on a dans le chat un certain nombre de commentaires que je paraphraserai en: «Méfiez-vous des vendeurs de pelles, dans une ruée vers l'or, ceux qui font fortune, c'est ceux qui vendent des pelles, c'est pas ceux qui cherchent des pépites d'or». Dans ce qu'on disait un peu plus tôt sur, méfiez-vous des gens qui vous promettent, un peu trop, qui vous vendent du rêve. Bah, en fait, c'est ça, c'est des gens, qui ont compris que pour, gagner un maximum, il fallait pas faire soi-même, il fallait vendre du rêve et expliquer aux gens comment devenir riche en faisant ça, même si eux-mêmes ne l'ont jamais fait et que c'est pas du tout prouvé que ce soit possible. Donc Après, voilà, toutes les juste formations sont pas mauvaises, hein. Faites attention, enfin, en loin fait, loin loin de là, enfin, c'est la promesse avant tout. ouais, évidemment, la promesse, et surtout, s'il y a une formation qui vous intéresse, allez contacter les gens qui l'ont faite, prenez des retours,
et faites votre idée. Mais toutes Ah les non, formations ne sont pas mauvaises, il y a des gens qui forment bien. C'est bah, juste que parfois, on au met des choses, contraire, il y a la grande majorité des formations, enfin, est bonne et elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients aussi, bien sûr. tu vois? Mais c'est vrai que questionner un peu, ces motivations et ce qu'on est en train d'essayer de me vendre est une bonne idée. Si les donc si l'argument commercial est plus, comment vous allez gagner votre vie plutôt que qu'est-ce que vous allez concrètement apprendre dans la formation, c'est un investissement sérieux. Donc on est face à cette question de: «OK, quelles sont les options de carrière quand on sait no coder?» J'ai envie de dire qu'avant ça, il y a une question, assez simple, c'est déjà concrètement à quoi sert le no code? Avant de savoir comment on peut décliner ça en carrière, il faut comprendre à quoi ça sert. Le no-code, évidemment, on peut l'utiliser en tant qu'outil personnel, pour sa propre organisation et cetera. Mais là où il y a le plus de business et donc d'argent et donc de possibilités d'en vivre concrètement, c'est évidemment du côté des entreprises. Et les entreprises, il y en a de plus en plus qui sont friandes de no-code, c'est pas, le raz-de-marée encore, hein, mais il y en a de plus en plus. D'une part, pour améliorer les opérations principales de l'entreprise, vraiment le cœur de métier. Moi, par exemple, j'ai un client qui utilise Airtable et Make, pour gérer des commandes e-commerce et pour énormément faciliter et automatiser au maximum la gestion de ses commandes. Ils auraient jamais pu se lancer, en fait, sans ces outils no-code, ils auraient pas du tout pu fonctionner comme ça. Mais il est aussi possible pour les entreprises de faciliter, on va dire, les opérations secondaires. Tout ce qu'il y a autour, en fait. Bon, pour citer un exemple qui ne te concerne pas du tout, on peut imaginer utiliser le métavers pour faciliter les échanges humains en entreprise. C'est pas du tout la production euh, principale de l'entreprise, mais ça fait partie des choses qui aident à mieux fonctionner. D'ailleurs, je sais pas si tu veux dire un mot sur le sujet, parce que c'est ton activité. Ouais, c'est mon CV que j'ai un peu lâché là pour être focus sur le documentaire, mais bah, je pense qu'en fait, il y a un truc intéressant, c'est que, on a toujours attendu l'apogée du no-code et tu sais, ce moment où tout le monde allait en parler et en fait, je me souviens des échanges qu'on avait pu avoir il y a 1 ou 2 ans. On se disait: «IFA 2023, ce sera l'année du no-code» et cetera, qui a été éclipsé par, 2022 entre guillemets le métavers, 2023 beaucoup l'IA, ces choses-là qui font un lien évidemment avec, avec le no-code de près ou de loin. Mais en fait, je pense que, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, à moins que l'année prochaine, ce soit une succession de choses qui fassent que le no-code arrive à un pic, je pense que le no-code sera beaucoup plus intégré, on va dire, calmement dans les usages et dans l'écosystème, mais connaîtra pas forcément son prime, sauf si demain, je sais pas, Meta ou Twitter ou je sais pas quelle boîte commence à en parler et à faire des grosses annonces dessus. Mais j'ai plus l'impression qu'en fait, ce terme no-code va peut-être forcément un petit peu disparaître pour laisser place au terme de programmation visuelle. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup vu dans beaucoup d'échanges de préférer programmation visuelle, que le no-code restera peut-être aussi pour la communauté et qu'en fait, le no-code, bah, en fait, il rentrera dans les mœurs un peu de la manière dont a pu rentrer dans les mœurs des outils comme Notion, c'est-à-dire non pas par un apogée global, mais par une adaptation, enfin une adoption, pardon, lente puis un peu effrénée des différentes boîtes, quoi, et des différents besoins. C'est vrai que si le terme no-code a pu être poussé il y a quelques années par les éditeurs, c'est une période qui est assez largement terminée. Il y a très, très peu Maintenant, c'est l'IA, hein. d'éditeurs des gros outils qui se réclament, no-code aujourd'hui. Même qui en mettent sur Ou leur, qui le mettent sur le site, tu vois? C'est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mettent without code sur le site, tu vois? Genre Glides mais without code et cetera, mais il y a peu de boîtes maintenant qui continuent à utiliser ce mot-clé no code. complètement. Mais comme tu disais, mais dans le documentaire, je le tease un peu, mais il y a une discussion, il y a Matt et Emmanuel Strachnov de chez Bubble et Matt Mazegat chez Thinkso. Il y a une petite discussion, pas entre les 2, mais voilà, bref, ça se répond un peu et Emmanuel défend l'idée que pour lui, le monocode, il est plutôt le côté catchy, buzzy et qu'à terme, lui, il aimerait que ce soit Mmh. programmation visuelle qui reste et aussi pour une autre chose et Matt l'appuie bien aussi dans le documentaire, c'est qu'il y a vraiment cette vision de dire que peut-être qu'un jour, le monocode, il restera non pas pour les outils, mais pour la communauté, pour les gens Mmh. et pour que les gens s'identifient à une plaque technique et qu'on parlera beaucoup plus de programmation visuelle dans le monde du travail et dans le monde des outils aussi, et que le no-code restera juste pour avoir des no-codeurs, des no-codeuses, pour vraiment se sentir, avoir un sentiment d'appartenance que dire la communauté de programmation visuelle française, c'est quand même moins sexy. Mais bon, après, c'est juste un mot, c'est pas non plus un impact C'est colossal. sûr que ce mot no-code est aujourd'hui beaucoup plus la bannière de ralliement de toutes les personnes Vraiment, qui absolument. sont passionnées par les possibilités de cet outil plutôt que, une réalité autre, on va dire. Et mince, j'ai perdu le fil de ma pensée.
Oui, tu parlais de Emmanuel, c'est vrai que Bubble font partie des rares qui se sont jamais vraiment trop positionnés sur ce mot et après c'est vrai qu'au niveau des entreprises, on voit un peu les 2. Il y en a qui viennent chercher parce qu'ils ont une mission Bubble, ils ont une mission Airtable, ils parlent pas de no-code et il y en a qui sont, quand même, on va dire évangélisés avec ce terme de no-code et c'est un peu à ça qu'ils se raccrochent. C'est, les nouvelles possibilités qu'on présente, ça a un nom, ça s'appelle no-code et c'est vrai que pour évangéliser, pour pousser un peu ces nouveaux usages, ces nouvelles possibilités, avoir un mot valise un peu comme ça qui ne veut pas dire grand-chose dans l'absolu, ça aide aussi et ça permet, tout simplement de se fédérer, dessus. Hem, mais Mais c'est donc vrai que sur ouais? non, j'allais dire 2 trucs, c'est que c'est vrai que je reprends un commentaire qui m'a fait réagir de Mathieu. C'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de nouvelles agences qui vont commencer à intégrer du no-code dans leurs solutions, mais sans forcément en parler aux entreprises. Et c'est vrai qu'il y a une réponse qui est, quand une entreprise, elle vient de voir, de dire: «J'ai besoin d'avoir une application, d'avoir un outil parce que je fais trop de factures à la main», que ce soit du no-code, peu importe ce que tu utilises, tant que tu réponds à leurs problèmes, ça fonctionne aussi. Et je sais que, bah, il y a quelqu'un avec qui, bon bref, avec qui on a bossé et cetera. Et en fait, lui, il avait ce discours de dire: «Bah, moi, je ne parle pas forcément de no-code à mes clients», et je dis juste que voilà, ils viennent, ils disent: «OK, j'ai un problème». Moi, je dis: «Bah, OK, je vais résoudre ton problème avec tel outil». En fait, que ce soit du no-code ou pas, tant que le problème il est réglé, les gens s'en foutent, quoi. Après, je peux comprendre, parfois, il y a des boîtes qui préfèrent avoir des trucs du code, des trucs internes, et cetera. Mais en fait, je pense que les questions de RGPD, et cetera, de sécurité, ces choses-là, entre guillemets, ça touche beaucoup plus les grandes entreprises que les PME, TPE qui ont déjà, je pense, d'autres problématiques à jouer là-dessus et qui sont pas forcément les premières à demander des fort ou à avoir un problème avec les outils USB ou autre chose. Oui et non, dans le sens où les outils no-code ont quand même, des contraintes, on va dire, qui sont associées, donc le vendor locking, le fait d'être, bloqué avec un éditeur en particulier, quelques points Comme un HubSpot ou comme des Salesforce ou comme des choses comme ça, tu vois? Je pense après ça dépend du use case que tu as spécifiquement, tu vois? complètement. Ça disons que c'est un peu moins vrai sur les ops, quand tu utilises Notion, Airtable et cetera. Disons que ce sont des outils qui sont des alternatives à d'autres outils, donc dans tous les cas, tu utilises des outils, tu payes un abonnement, et tu es bloqué avec un éditeur. C'est un peu moins vrai quand tu développes des applications web, des applications mobiles. Pour rappel, on va dire les grands métiers du no-code, c'est les opérations, donc la gestion interne dans l'entreprise, dans les organisations, avec des outils comme Airtable, Notion, Make, Zapier, et d'autres. Le développement d'applications web et d'applications mobiles sont deux métiers distincts. Les sites web également, donc sites web plutôt vitrine, marketing également, e-commerce. Donc tout ça, ce sont des métiers différents qui ont tous des déclinaisons différentes. On peut être plutôt consultant, plutôt développeur ou développeuse sur chacun de ces métiers. Enfin, il y a beaucoup de manières de les approcher, mais on va dire ce sont les grandes verticales qui existent dans le domaine du no-code. Et c'est vrai que, notamment dans le cas des développements d'applications web et mobiles, cette opposition code, no code vient avec des contraintes. Moi, j'ai un client qui me disait, «Ah oui, il faut que je puisse, déposer mon code, également à l'INPI». Je lui dis: «Ben, non, moi je développe sur Bubble, il y a on génère même pas de code en fait, il y a même pas de code à déposer». Donc non, c'est pas possible et voilà, il y a un certain nombre de contraintes à comprendre, mais bon, qui sont, souvent, minimes par rapport aux avantages, qui peut y avoir à côté, mais disons que c'est pas totalement quelque chose qui disparaît du point de vue du client non plus, quoi. Heu, donc le no-code, il sert à tout ça, faciliter vraiment le métier d'entreprise et faciliter tout ce qu'il y a autour, hein, la meilleure organisation de l'information, de la communication, ce sont des sujets absolument clés dans toutes les entreprises, et des sujets qui sont souvent mal gérés, à plusieurs niveaux et les outils no-code, et les professionnels du no-code peuvent aider justement à améliorer tous ces points. Et donc, à partir de tout ça, on a parlé des métiers qui existaient, on a parlé un peu des cas d'usage, concrètement du no-code. Je peux rajouter un truc ou pas? Ouais, vas-y. OK. Non, parce qu'en fait, on a eu beaucoup d'événements no code cette semaine et la semaine prochaine aussi. Il y avait un meet-up mercredi, il y avait un truc jeudi et on a parlé beaucoup parce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés qui parlaient de ce terme de citizen developer. Et tu sais, cette idée un peu qui a été très popularisée par Gartner, sur lequel tout le monde s'est appuyé, cette idée que dans chaque entreprise, chaque service pourrait venir, entre guillemets, moi je suis au marketing, j'ai besoin d'une app, je la fais, etc. Moi, je crois de moins en moins à cette notion de citizen developer, au fait qu'il y ait
dans une entreprise, que n'importe qui puisse faire ses apps, etc. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que techniquement, si demain tu bosses dans une boîte et si moi j'étais au marketing, je sais pas, de Facebook, bah, si j'ai le temps de pouvoir faire des apps, ça veut dire que techniquement, bah, j'ai pas enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est-à-dire que mon taf, j'aurais pas forcément assez de taf, et cetera. Et surtout, je pense qu'en fait, le plus intéressant dans le no-code, c'est pas que tout le monde puisse faire ça, c'est que dans chaque boîte, tu aies des product builders, des no-code builders qui soient là, soit une petite équipe de 4-5 personnes, et que toi, tu puisses aller voir des gens en disant, bah, hello, j'ai un problème, j'ai besoin de cette application, tu peux me la faire, et que cette équipe-là, qui soit très spé sur des outils, te dise, bah voilà, je t'ai fait ton app, tu peux l'utiliser, voilà comment on l'utilise. Ça, j'y crois beaucoup plus, en fait, d'implémenter des pôles no-code dans des boîtes, même si malheureusement, on a des exemples où il y a eu ça et au final, ça n'a pas forcément marché. Voilà, il y a eu pas mal de boîtes où ils ont tenté d'avoir des pôles no-code et les pôles no-code ont fermé, que ce soit des questions d'outils. Ça a été aussi, on va dire entre guillemets, des problématiques liées notamment à la Covid, puis à la guerre, etc. Des raisons économiques, plus que le fait que ça ne marche pas. Il y a eu des licenciements, des choses comme ça. Mais c'est plus un truc auquel je crois d'avoir ces pôles-là, plus que n'importe quelle personne que Stan au pôle RH. Il a 5 minutes de pause, il a besoin de faire une app et il fait son app, quoi. Ça, voilà, je suis un peu plus sceptique là-dessus sur le système dev en entreprise. Après, je crois aussi au fait que chaque personne, que Gérard, mon boulanger d'en bas, il a un week-end, il se repose, il peut faire son app pour sa boulangerie. Ok, ça, je suis d'accord pour des personnes en tant que citoyen. Mais dans des boîtes, je suis un peu plus sceptique là-dessus, en tout cas. Ça fait totalement écho à l'émission du mois dernier, Je où sais pas on ça. discutait avec, Lorraine Waterloo de, comment déployer le no-code dans sa boîte et effectivement, moi je suis plutôt de ton avis. Lorraine était beaucoup plus, donner la possibilité à chacune et chacun de développer, quelque chose et après j'ai envie de dire, ça dépend aussi de ce dont on parle. Oui, les équipes peuvent aller développer la petite base Airtable, qui les aidera, dans voilà, dans tel ou tel besoin. Encore que d'expérience, des gens, sans trop de formation qui vont utiliser Airtable ou un autre outil, ça donne quelque chose de pas forcément très, très, optimisé. Et parfois ça les pénalise plutôt qu'autre chose. Mais des petites choses comme ça, j'y crois. Après, se dire que le marketing va aller développer son application Bubble pour la prochaine opération qui est dans 2 mois, ça, j'y crois pas du tout parce que ben, il y a quand même des compétences. Si on parle du no-code comme une carrière, c'est parce qu'en fait, il y a des compétences qui sont associées, des compétences qui sont importantes et qui se développent au fur et à mesure dans la communauté. Donc, se dire que tout le monde demain aura ces compétences, me semble un peu, illusoire et tant mieux. Ça veut dire que justement, il y aura de la place pour cette carrière. Et enfin, on pourrait faire le parallèle avec Excel. Tout le monde a marqué Excel sur son CV. On sait bien pour autant que le niveau moyen de maîtrise d'Excel, est pas très, très élevé. Déjà quelque chose comme un tableau croisé dynamique qui est un peu le b.a-ba d'Excel pour commencer à utiliser un peu la puissance de l'outil. La plupart des gens ne savent pas faire. Même des filtres, des fois, c'est beaucoup demandé. Enfin, et les outils no-code, on va dire, qui construisent par-dessus ça. Les notions de filtre et de tableau croisé dynamique, c'est un peu vraiment le point de départ pour utiliser un outil comme Airtable. Euh, C'est très bah, marrant que tu parles d'Excel. forcément, ça va être. Bah, Excel, on va dire, c'est Ouais. l'outil qui aujourd'hui est utilisé, souvent pas toujours, pas à bon escient, et qui aurait intérêt à être remplacé par des outils no-code dans beaucoup de cas. Donc c'est pour ça que ça me paraît assez logique d'en parler. Non, mais c'est marrant que tu en parles parce que j'ai beaucoup d'amis j'en ai 4, et c'est assez marrant sur un intervalle d'un mois qui faisaient pas du tout d'Excel avant et qui sont mis à faire des Excel et qui prennent beaucoup de plaisir à faire des Excel. Donc je trouve ça un peu marrant cette résurgence de faire des Excel. Ils étaient en mode c'est génial, on peut faire plein de trucs, etc. Et il y a quelqu'un, bah, je vais le citer, Alchen, qui travaille chez Coda, bon, qui est un peu biaisé parce c'était le Excel guy avant, qui dit et qui explique parfois que Excel, en tout cas, les spreadsheets, on va dire les spreadsheets, donc on va rentrer Excel comme un spreadsheet, là où je pense qu'Airtable n'est pas forcément un spreadsheet. Non. On peut amener des discussions là-dessus, parce que c'est pas. Est un bon moyen d'entrer dans le no-code, et je suis d'accord que si tu commences à regarder un peu du Excel ou du Google Sheet, à regarder les filtres, à comprendre les données, les colonnes, etc., ça peut faire un bon pied pour entrer dans les bases de données et donc comprendre tout le côté data que tu peux retrouver ensuite dans le no-code, même si évidemment ça change à chaque fois. Ça peut être aussi une pied d'entrée, quoi. Et je pense que les gens qui connaissent bien Excel et qui savent faire des tableaux croisés dynamiques, etc., peuvent rentrer un peu plus facilement dans les bases de données dans le no-code. Peut-être pas celle de Bubble, parce que personne ne peut rentrer facilement dans les bases de données de Bubble, mais en tout cas, dans les autres bases de données, etc., tu peux y aller peut-être un peu plus facilement. Non, mais En tout cas, la logique, la notion de compréhension, quoi.
C'est évident et moi j'ai commencé comme ça il y a 15 ans, quand je savais pas coder et que le no-code, n'existait pas du tout, moi c'est sur Excel que je m'amusais quoi et bon j'ai appris un peu à coder pour builder des trucs à droite à gauche, mais j'ai jamais vraiment su développer et c'est vraiment les outils no-code qui m'ont permis de faire tout ça, mais heu, savoir, faire un peu de code, ça aide. Maîtriser Excel, ça aide beaucoup aussi, clairement. Et tous ces outils, on va dire, en ligne, de manière générale, même si vous êtes bon pour utiliser un CRM, bah, en fait, ça peut aider pour devenir bon dans les outils no-code, quoi. Il y a des logiques quand même qui reviennent beaucoup. Donc, quand on a justement ces compétences et cette appétence, ou qu'on a la volonté, du moins, de les développer, quels sont les débouchés qui peuvent exister voilà, dans le milieu professionnel. J'ai envie de dire que, puisqu'on parle d'Excel, le premier débouché, c'est un peu comme, c'est un peu comme Excel. Non, ça va un peu plus loin qu'Excel et les outils classiques de bureautique. C'est déjà une ligne sur le CV qui fait la différence. Pour demander des postes qui n'ont absolument rien à voir, mais dire: «Alors moi, je maîtrise Notion, Airtable» et cetera. En soi, c'est pas suffisant de le dire parce que enfin, en général, la personne en face de vous ne saura pas du tout de quoi vous parlez, mais raconter en entretien que je maîtrise tels outils et dans telle précédente expérience ou dans un projet perso, j'ai automatisé ceci, cela. En fait, ça peut très rapidement impressionner la personne et se projeter, se dire enfin, toutes les boîtes, toutes les organisations, toutes les équipes ont des besoins d'optimisation, ont besoin de faire ceci, cela et se dire: «Hé, non seulement j'ai une personne qui peut faire le boulot, mais en plus qui pourrait nous aider à y voir un peu plus clair dans ce truc qui nous pourrit la vie au quotidien». Déjà, en soi, même sans être un poste 100 no code, c'est une opportunité pour les personnes qui ont, ces compétences. Ah, moi, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que je leur dis, quand on parle un peu de no code, je dis: enfin demain, après-demain ou dans je sais pas combien de temps vous allez être sur le marché de l'emploi, c'est très bien de mettre du Excel, du Board et des choses comme ça, mais c'est des choses qui normalement, entre guillemets, si vous avez fait des études supérieures, c'est des choses que vous maîtrisez et que vous avez déjà utilisées, mais arriver avec des en disant: «Bah, je peux automatiser des choses, je peux faire des sites, je peux faire ça», ça peut vous amener, à vous démarquer par rapport à d'autres candidats ou candidates et pour certaines boîtes, bah, c'est aussi des prérequis. Je pense qu'après, il y a sur les offres d'emploi qu'on voit aujourd'hui, qui sont pas forcément liés au no-code. Il y a parfois des usages de Notion, de Airtable, et cetera. Mais c'est vrai que quand tu débarques, que tu cherches un travail et que tu sais que l'entreprise, fait du Airtable et que tu débarques en disant: «Bah, je sais faire du Airtable», je pense que ça aide aussi, quoi. Parce que ça veut dire qu'ils vont avoir moins besoin ils vont pas forcément avoir besoin de temps de te former, enfin, pas avoir besoin, entre guillemets, de te former sur l'outil. Donc ça peut amener des choses aussi, intéressantes. Après, tu vois, il y avait aussi une autre réflexion par rapport à ça, qui est l'alternance. Parce que tu vois, il y a eu des grandes histoires en tout ce moment autour de l'alternance et ces choses-là, autour du no-code. Parce qu'il y a eu pas mal de choses un peu négatives autour de ça, des retours d'expérience d'entreprises qui étaient un peu déçus de l'alternance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu cherches une alternance no-code et que tu arrives dans une boîte où personne ne fait du no-code, des boîtes recrutent des alternants alors qu'il y a personne qui fait du no-code, bah, c'est compliqué. Et à mon sens, si jamais vous êtes là en train de chercher l'alternance, n'allez pas dans une boîte où il y a pas de no-code. Parce qu'en fait, le but de l'alternance, c'est quand même de se former techniquement. Et donc, les formations alternance, c'est bien, mais c'est vrai que c'est mieux quand il y a quelqu'un qui peut vous superviser. Et si vous êtes la seule personne responsable du no-code en alternance dans une boîte, un peu compliqué, quoi. Votre formation vous être un peu technique, un peu chaotique. Et aussi, ça veut aussi dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'entreprises, entre guillemets, avec assez de gens, ou alors que, voilà. Complètement, même chose pour les stages. C'est vrai qu'il y a besoin on va dire d'être formé sur le terrain, c'est idéal, mais à minima de l'encadrement et l'encadrement par des personnes qui connaissent le métier, qui savent ce qu'elles font. Enfin moi déjà en tant que freelance, c'est compliqué, enfin freelance qui connaît mon métier, c'est compliqué de bosser avec des clients, qui n'y connaissent rien et qui n'ont aucune ressource, on va dire, dédiée à la gestion du projet. Juste des personnes qui, quand j'ai des questions, quand j'ai besoin d'échanger et cetera, sont disponibles, qui s'intéressent un peu à ce que je fais, qui des fois me posent des questions. Heu, Déjà quand il y a pas ça, chez le client, ça complique sérieusement la mission. Alors évidemment, quand vous êtes là pour vous former et que vous êtes là au quotidien, si vous ne pouvez pas à minima vous appuyer dessus, ça peut être très compliqué. Donc oui, effectivement, cet apprentissage, plutôt dans une équipe compétente en la matière et déjà structurée, plutôt que dans une boîte et malheureusement il y en a beaucoup, qui se dit: «Ah c'est génial, ce projet qu'on n'a jamais réussi à faire ou qui nous coûterait, un bras, si on le faisait développer par un ou une freelance, ou une agence,
On va prendre un stagiaire, ou une alternante et on va, lui confier ça, au bout de quelques mois, ce sera fait, ce sera cool. Ça ne marche jamais ou presque. C'est d'ailleurs en partie pour ça que je crois pas trop au fait que chacun pourra, enfin, au citizen dev dont tu parlais, que chacun pourra faire des trucs dans son coin. C'est que il y a besoin d'un minimum de compétences, de structure, et cetera. Donc oui, c'est première mise en garde, ou peut-être 12e, je sais plus, on en a déjà fait un certain nombre. Mais Après, tu vois, effectivement, sur la question de trouver ça, enfin, moi, ce que je trouve compliqué aujourd'hui, bah, après, je sais pas quel est l'âge moyen du chat, donc il y a des gens qui ont peut-être déjà trouvé leur voie ou pas d'ailleurs. Mais tu vois, bah, par exemple, là, je suis pas un tournant de ma carrière, mais du coup, j'ai fait ce documentaire. Et tu vois, et j'aime beaucoup, et j'ai renoué du coup avec du passé du documentaire. Et là, j'aimerais beaucoup l'année prochaine, pas forcément mettre le no-code de côté, mais genre continuer un peu dans le documentaire et refaire un peu de réal, repartir pour raconter des histoires, etc. Non pas que le no-code n'a pas été ma voie, mais je pense que c'est pas grave aujourd'hui au lieu d'avoir une voie forcément, de se dire toute ma vie, je vais faire du no-code, d'avoir des chemins en fait, et de se dire, bah voilà, moi, ça fait depuis 2019 que je fais du no-code. C'est hyper chouette, j'ai rencontré plein de monde, etc. Ça va rester avec moi parce que ça fait partie de moi aujourd'hui et que c'est mon quotidien, mais c'est pas forcément ma voie, entre guillemets, quoi. Tu vois, c'est ce truc de dire, bah voilà, moi, ça a été mon truc pendant un temps, je vais continuer à le faire, mais je vais essayer de mourir vers d'autres choses. Donc, je pense que, mais bon, là, je parlerai plus à des gens qui sont peut-être plus jeunes, parce que je sais qu'on a que des vieux dans le chat, évidemment. On est tous plus vieux que moi, je sais. On a que des. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vous, vraiment, et moi, je le vois avec mes étudiants, tu vois, j'ai genre des étudiants en M2, ils me disent, bah, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Ils me disent, bah, j'ai pas d'idée sur le travail, tout, je leur dis, mais c'est pas grave, tu vois. Si t'as le temps et si t'as l'occasion, bah, prends une année déjà pour rien faire, c'est pas mal de prendre une année à rien faire ou à faire autre chose après ses études. Et il faut pas avoir cette pression de se dire, je vais faire ça toute ma vie là, ou il faut que je trouve ma voie, etc. Ça peut être des moments passagers. Il y a des gens qui vont faire du no-code pendant un an, qui vont arrêter, qui vont faire autre chose, c'est pas grave, tu vois. Et c'est tant mieux, tu vois. Au moins, ils ont essayé. Donc là, si le no-code vous plaît, bah, allez-y, foncez. Et puis, si au final, c'est pas ça que vous avez, c'est pas très grave, quoi. Tu perdras. Je pense qu'il y a un truc intéressant, c'est que si tu passes un an à faire du no-code et que t'arrêtes, ce que tu as appris, ça pourra te servir partout. Enfin, autant tu fais un an de boulangerie ou voilà, bah, c'est bien, ça pourra te prendre à faire du pain, mais ça va être compliqué à appliquer dans les autres métiers. Autant le no-code, c'est vraiment un truc que tu pourras appliquer partout. Donc, je pense qu'il y a quand même, toi, ce truc de possibilité où tu peux quand même réutiliser ce que tu as appris et ce sera pas perdu. C'est pas un an que tu vas mettre à la poubelle. Tu vois, là où peut-être le code, tu vois, si par exemple tu fais un an de React et qu'après tu deviens comptable, tu fais du droit, peut-être tu auras perdu un peu de temps. Je pense que le no-code, pour le coup, sera forcément des compétences que tu pourras utiliser ailleurs. Oui, oui, c'est Ok. sûr qu'elles sont plus facilement réutilisables. Après, ce sont des compétences, déjà comme toutes les compétences, qui se périment dans la mesure où, quand on pratique pas quelque chose, ben, on le perd petit à petit, mais qui se périment encore plus dans le sens où, les outils évoluent quand même, certains plus que d'autres, mais il y a des outils qui évoluent très, très vite, Oui, et c'est moi, 2 de mes outils de prédilection, qui sont Airtable et Bubble, évoluent très, très vite, et c'est dur, honnêtement, de garder la cadence, même quand c'est mon métier au quotidien. Donc, enfin, voilà, ouais, il y a des trucs sur lesquels je fais un peu comme un vieux, quoi, parce que j'ai eu l'habitude de faire comme ça, même si aujourd'hui, l'outil a des possibilités qui permet de faire les choses plus efficacement. Et c'est dur, on va dire, de rester totalement à la page, en la matière. Donc, si demain tu te dis, ouais, mais c'est bon, j'aurais fait du no-code, etc., tu n'auras pas tout perdu, tu auras des logiques déjà, tu auras le réflexe de se dire, mais ce truc-là, qu'on me demande de faire tous les jours, je peux pas l'automatiser. Après, on ne reste pas au même niveau indéfiniment si on ne pratique pas, mais c'est pas forcément le sujet. Après, c'est vrai que c'est intéressant et important ce que tu dis sur le fait qu'on n'est pas bloqué non plus sur une voie, et les exemples sont nombreux dans la communauté de personnes qui ont essayé différentes choses. On peut citer Samantha Bongis et Carole David, par exemple, qui ont été indépendantes pendant un moment avant de prendre un CDI et de s'éclater dans leur CDI. Manon Mercier, qui a fait le contraire, c'est pas. qui... qui- Pardon, j'ai pas entendu. David, qui est dans le documentaire, il en parle d'ailleurs de cette histoire-là. Complètement. Ah, ça. Complètement. Et Manon, donc Manon Mercier, qui a fait le contraire, elle a fait une formation pour se reconvertir. Elle a commencé en CDI et maintenant elle se lance en freelance. Donc il y a beaucoup de gens qui font différentes choses, des personnes qui essayent, et il faut le dire aussi, des personnes qui essayent le freelancing et ça ne marche pas, et qui du coup s'orientent vers autre chose. Ça arrive, c'est possible. On n'est pas bloqué dans ces choses-là.
Donc voilà, il y a la possibilité d'essayer. Juste une petite phrase de précaution, c'est que enfin, soyez prêts à le justifier si vous bifurquez, et cetera. C'est vrai que quand vous avez une vision et un storytelling, enfin une histoire à raconter sur pourquoi vous avez fait ceci, cela, et cetera, pourquoi vous avez fait du freelancing et que maintenant vous cherchez un job, ça peut aider, dans le sens où beaucoup de recruteurs, malheureusement, sont très, très frileux sur les parcours un peu atypiques, mais pas forcément, c'est pas forcément C'est sûr. insurmontable non plus. Ça claque toujours de dire qu'on a fait du no-code, quoi. Ouais, j'ai fait du no-code, let's go, sans forcément comprendre, quoi. Dire: «Ah, Ouais, quel génie, quoi, il a fait du no-code, quoi». je suis pas totalement convaincu par cette phrase. Je vais tenter des petits trucs. Mais donc pour continuer sur les débouchés possibles, donc le no-code est un outil qu'on peut utiliser dans un job qui n'a a priori, rien à voir. On a commencé à parler du freelancing, donc continuons. Le freelancing, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a la prestation. Vous, vendez votre temps pour, répondre directement aux besoins du Moi, j'ai une question, Pierre. du Tu client. vends Ouais. du forfait? De quoi? Tu vends du temps ou tu vends du forfait? Là aussi, une question dont on a parlé plus en détail dans le podcast Contournement, mais moi, en général, quand je commence à travailler avec un client, je fais du forfait parce que je me sens pas de lui vendre mon temps et qu'il sache pas combien il va payer Ah, pour une première collaboration, mais ensuite je switch systématiquement sur le temps. OK. Bah, n'hésitez pas à aller écouter le dernier podcast de Contournement si vous voulez en savoir plus sur cette question. N'hésitez Voilà. pas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une vraie problématique, hein. C'est une vraie problématique et un Ah, sujet, c'est chiant. récurrent, au sein de la C'est communauté les clients, ils freelance. te disent, en call, ils te disent: «Mais du coup, ça va me coûter combien?» Et là, tu es en mode: attendez, je vous ferai un mail, j'ai besoin de voir les détails, vous inquiétez pas, je peux pas vous le dire, directement». Pardon, j'ai changé de sujet. Excuse-moi Pierre, vas-y, je t'écoute. Non, non, mais tu as totalement raison. C'est vrai que ça fait partie des nombreuses questions quand on se lance en tant que freelance, c'est pas si simple que ça. Donc, il y a des personnes qui se lancent en freelance, il y a des personnes qui se lancent en agence aussi, soit dès le début, ce qui est un poil ambitieux, ou alors il faut avoir la bonne équipe, là où les personnes, qui vont bien, qui bien complémentaires, pour le faire, ou alors qui transitionnent plus ou moins, graduellement vers une agence, depuis un poste de freelance. Et après, il y a la formation, aussi la formation, je veux dire, intervenir en tant que formateur ou formatrice. Et ça, c'est intéressant dans le sens où, enfin, vous connaissez ce phénomène de formateurs, ou formatrices professionnels, typiquement sur Excel. Il y a des gens qui forment à Excel, qui ne font que de la formation Excel. Là, tu perds Sur de les fou. Quand tu es que formateur, tu perds de fou. Parce que du coup, tu as plus la réalité du terrain et tu es là à raconter des trucs, mais peut-être ça n'existe plus. Et sur les outils no-code, justement, qui évoluent tellement vite, Excel, bon, ça évolue quand même beaucoup moins vite. Sur les outils no-code qui évoluent tellement vite, si tu n'es que formateur, que formatrice, forcément, tu es déconnecté de la réalité des cas d'usage et même, au bout d'un moment, des outils. Donc, ça peut être une possibilité et une manière aussi de trouver un équilibre financier un peu plus facilement, de trouver le ou les partenaires qui vont proposer les formations, donc si c'est des boîtes de formation, ou voir directement des clients qu'on peut aller former aussi. Anthony, dans ce cas, il dit freelance égale compétence no code plus compétence entrepreneur, sinon c'est dur. Et ouais, totalement. S'il faut aussi savoir faire toute l'admin, tous les trucs chiants, là, exactement ce qu'il est en train de dire, la relation client, la gestion de projet, etc., parce que c'est chiant. Et moi, je me suis rendu compte que la gestion de projet, c'est un truc qui me saoule de fou. Du coup, moi, j'adore bosser avec des agences qui me disent j'ai besoin de ça. Moi, je fais l'exé, mais j'ai pas la relation client à faire. Et je trouve que c'est vraiment. Enfin, moi, je suis très mauvais en commercial, je déteste faire ça, donc j'en fais pas. Ça me saoule. Et je déteste faire la gestion de projet. Moi, la gestion de projet, cadrer des projets, etc., ça me saoule. Donc moi, je suis cœur avec des agences qui me disent bonjour, j'ai un projet Glide, il faut que tu fasses ça. Voici tous les trucs que tu as à faire. Et moi, je dis ok, je l'ai fait. Et puis basta, causé, quoi. Parce que vraiment, Et c'est un truc que je sais se faire. Mais malheureusement, quand tu es free, il faut faire ça aussi. Ça prend du temps. Voilà. non, c'est marrant parce que moi c'est l'exact inverse. Je ne Ouais. supporte pas qu'on me donne la liste de courses de voilà ce que tu dois faire. Point. T'as pas ton mot à dire. Et c'est marrant parce que en fait enfin, petit à petit on entre un peu dans le cœur du sujet de trouver sa voie. C'est-à-dire que il y a des possibilités, mais toutes ne sont pas faites pour tout le monde et toutes ne sont pas faites pour vous. Effectivement, les freelances, tu peux bosser
seul en direct avec des clients, tu peux te bosser pour des agences, tu peux faire plein de choses différentes, mais il y en a qui vont faire plus ou moins plaisir, donc vis-à-vis de la manière dont tu bosses. Et c'est vrai que se connaître, et se connaître en testant aussi, hein, des fois on essaie des trucs et on se dit «Ah, non, ça c'est pas pour moi». Donc c'est quelque chose qui est important, et il faut pas hésiter à corriger le tir plutôt que de persévérer parfois en se disant «Bon, ça fait 3 projets sur lesquels je m'éclate pas, mais ça va venir, c'est sûrement que je suis pas encore assez bon». Bon, c'est peut-être aussi que la manière dont ça se passe est pas celle qui est faite pour vous, et freelance n'est pas le statut de rêve. Il y a des gens à qui ça correspond pas du tout. Un CDI pépère n'est pas du tout le statut de rêve. Je ne m'y vois pas non plus. Enfin, il n'y a pas une bonne manière de faire, et c'est important de comprendre à la fois ce que ça implique du côté de la pratique des outils no-code, mais aussi et surtout du côté de tout le reste. Donc ce que ça Parce que implique en termes de compétences, d'organisation, et cetera. le fait de démarrer sa boîte, directement, tu vois, directement par une agence, l'histoire de Matt, elle est hyper intéressante et il en parle bien dans le docu, mais il a rencontré du coup son cofondateur, sur le forum de Bubble à l'époque. Du coup, lui, le cofondateur, il est en Néerlande, il est aux Pays-Bas, et Matt, du coup, il est en France, il est à Grenoble. Et en fait, ils se sont rencontrés et ils ont commencé directement à faire des projets ensemble, tu vois, des projets à deux. Et il a dit le truc, il a dit, premièrement, c'est très compliqué de faire des projets à deux parce que tu te dis, si je l'avais fait tout seul, je gagnerais plus. Et deuxièmement, par contre, il dit que c'est hyper intéressant parce que ton apprentissage et ta vision, elle change totalement quand tu commences à faire du no-code à plusieurs, notamment à faire du Bubble à deux, que ce soit sur la documentation, sur la gestion de projet, etc. Et toi, et aujourd'hui, Thinkso, enfin Ideable qui est devenu Thinkso, c'est une agence incroyable. Ils ont une vingtaine de collaborateurs, personne n'a été dev dans les collaborateurs, ils recrutent, ils font du bon travail, de la bonne presta, et ils ont commencé il y a très longtemps à faire du Bubble. Mais toi, c'était intéressant parce que c'était des gens qui ont commencé en disant, bah vas-y, viens, on fait ça à deux, quoi. Viens, on prend des plus gros projets, on fait des trucs. Et aujourd'hui, là, il me parlait d'un projet, c'est 8 millions d'utilisateurs, 16 millions de Mmh. posts, pas sur du Bubble, tu vois. Mais bon, après, alors le docu n'est pas encore dispo, en même temps, il sera dispo la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien. Mais évidemment que tout va bien se passer. Oui, oui. Moi, je dis, en fait, tout se passe bien, c'est si je clique sur publier sur YouTube, quoi. Parce que là, il est déjà sur YouTube, mais il faut que je clique sur publier, quoi. Tu veux pas planifier la publication? Bah, je sais pas encore, je me laisse le moment, je vais péter mon câble, je vais être en mode jeudi matin, hop là, c'est en ligne. Si, il y aura peut-être une première sur Tu te laisses le petit frisson de «Allez, quand est-ce que je ouais. publie?» Non, mais il y aura peut-être une première sur Twitch, peut-être qu'on fera une première sur Twitch ce soir, jeudi soir, je pense. On le regardera tous ensemble, peut-être les gens passeront dire bonjour. Je sais pas encore. J'aime pas le marketing non plus, donc je dois me battre avec moi-même pour trouver ça. Non, mais Mais c'est ça fait écho aussi un peu à tout ça, parce que c'est plein d'histoires de chemins de vie très différents. On a Muriel qui a un chemin de vie totalement différent, Lilian mmh. aussi. Après, le problème, c'est que si je parle de tout leur chemin de vie, vous n'avez pas regardé le docu, parce que je vais teaser tout le docu. Mais, mais non, c'est intéressant, parce qu'il y a vraiment plein de chemins différents et des gens qui ont fait tout et rien et qui se retrouvent là-dedans. Et je pense que ça qui est assez marrant dans le no-code aussi, c'est que c'est vraiment ce truc où, alors même si on l'a vu, et tu l'as bien récap l'année dernière au No-Code Summit, c'est qu'il y a quand même les gens ont quand même fait des chemins à peu près similaires. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des masters, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études un peu supérieures, etc. Mais il y a quand même dans le no-code des gens qui n'ont pas fait forcément d'études techniques, qui n'ont pas fait forcément d'études, même si c'est une petite part, elle existe quand même. Il y a vraiment une pluralité dans les profils qu'on retrouve, qui est quand même assez marrante, et même quand on voit dans les meet-up, c'est vraiment. En plus, on a beaucoup de nouveaux maintenant de nouvelles dans les meet-up, donc c'est drôle. Donc on voit vraiment que c'est les gens qui viennent des quatre coins de Paris, de France, qui font plein de trucs différents. Et ça, je trouve ça assez chouette, quoi. Complètement, Bah, complètement. Il y a vraiment des gens de partout et de toutes les formations, et parfois sans formation. Enfin, c'est important à rappeler, parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir des gens un peu qui sortent tous du même moule, mais non, il y a pas de moule qui produit les no-codeuses et no-codeurs. La plupart a déjà eu une ou plusieurs vies professionnelles avant ça, et c'est ça aussi qui fait la richesse de la communauté, et la richesse des personnes quand on se lance, quand on cherche voilà, un job, une mission, etc. Ben, vous n'êtes pas juste une personne formatée qui sort du même master, de la même école, etc. Vous arrivez aussi avec tout ce que vous avez fait avant, et c'est aussi une force, quelque chose qui peut largement se valoriser. Je rebondis sur ce que nous disait Mathieu Charly. Il dit: quand t'as des gosses et des crédits, accroche-toi pour être freelance. Effectivement, donc on a parlé de l'aspect
gestion de projet, communication, commercial. Il faut savoir se vendre d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire être vendeur de tapis forcément. Moi, je déteste ça et je déteste la prospection, mais je vends d'une autre manière et ça marche. Mais il y a un autre point aussi, qu'on veuille être freelance ou entrepreneur, c'est d'avoir une certaine solidité ou sécurité financière. Si vous avez 2 mois, enfin des réserves financières pour vivre pendant 2 mois, et personne qui peut vous aider si besoin, bah, c'est peut-être pas une bonne idée de se mettre à votre compte maintenant. Parce que, vous n'allez pas, les 2 premiers mois de freelancing ou d'entrepreneuriat, générer un salaire qui permet de vivre. Après, C'est c'est sûr. comme tu lances un projet de boîte, et cetera, quoi. C'est vrai que c'est des risques à prendre et parfois, bah, tu peux prendre des risques et parfois tu peux pas parce que là, ton écosystème autour de toi fait que tu peux pas les prendre. Et c'est Et et toi, c'est moi, je suis pro beaucoup ouais. tiraillé par l'idée de switcher, tu vois, de retourner à un CDI, un truc comme ça. Tu vois, le freelancing, c'est très cool parce que ça t'apporte plein de trucs, le fait de pouvoir gérer ton calendrier, gérer ta vie, si t'as pas envie de bosser, tu peux pas bosser, et cetera. Mais il y a un autre côté, tu vois, quand tu as le stress de financièrement, quand tu dis: «OK, si un jour tu veux acheter, si un jour tu veux emprunter, et cetera», bah, du coup, ça te ramène quand même un speed de, bah, voilà, les jours où tu fais pas de commercial, entre guillemets, il faut les chercher. Les jours où tu travailles, si pendant un mois, tu travailles full time, bah, le mois d'après, tu auras pas forcément de mission, et cetera. Donc c'est vrai que le CDI amène un confort, mais par contre, il peut amener un déconfort aussi avec le fait de travailler tout le temps, et cetera. Donc c'est vrai qu'il y a, je pense que c'est vraiment des questions de profil et aussi d'étapes de ta vie, quoi. Si tu as envie de te poser, si tu as envie d'acheter, si tu as envie de fonder une famille, et cetera, bah, le CDI peut plus aider si ton freelancing n'a pas forcément décollé ou si tu gagnes pas des milliers des cents là-dessus, quoi. Ouais, c'est pas totalement impossible non plus. Je sais que Ah, bien sûr, ouais. que autant Lilian que moi sommes récemment devenus, propriétaires, grâce au freelancing. On n'aurait jamais pu acheter avant et on a chacun acheté un appartement, grâce au freelancing. Encore une fois, bon, on fait partie des gens qui s'en sortent très bien et on ne peut pas garantir, Ah, mais c'est pas arrivé le du jour au lendemain, tu vois. D'un autre le côté, même c'est niveau. Non, mais c'est dans les ça, trois, c'est c'est au longtemps c'est au charbonné pour, quoi. moi, ça fait 4 ans que je suis freelance, enfin 3 ans sur le no-code et c'est sûr que ça arrive pas du jour au lendemain et ça se construit et c'est assez tristement inégalitaire. Il y a des personnes pour qui le freelancing leur correspondrait, mais qui ne peuvent pas se lancer, parce que pas les réserves financières et cetera, pas la sécurité qui va derrière. C'est triste malheureusement. Après, il y a aussi d'autres possibilités. Hem Jean Mouloud nous dit que bosser pour une agence peut être une bonne étape avant le freelancing. C'est ce qui s'en rapproche le plus. Ça peut être se mettre à l'étrier. Ça peut être aussi euh, travailler un peu et puis derrière négocier une rupture conventionnelle euh, pour pouvoir toucher le chômage et se lancer à son compte de manière plus sereine. Enfin, il y a beaucoup de manières Bah, c'est vrai qu'on a une d'essayer, chance en beaucoup de chemins à France. suivre. Ouais, c'est vrai qu'on a une grande chance en France quand même, c'est que le chômage aujourd'hui permet à des gens aussi de se lancer, de pouvoir tester les choses, et cetera, quoi. Il permet d'avoir un cap. Et je sais qu'il y a beaucoup de boîtes dans le low-code ou l'activité dans le low-code qui ont pu vivre aujourd'hui, grâce notamment au chômage, avec le Covid, et cetera, qui s'est prolongé. Et ça permet à des gens de pouvoir lancer des projets et tester, quoi. Donc c'est vrai que ça reste quand même une chance qu'on a aujourd'hui. Bon, évidemment, les gens vont me dire oui, tu l'as payé, etc. Certes, mais c'est quand même une chance d'avoir quand même aujourd'hui un temps où tu peux derrière, quand si tu arrives à négocier une rupture co, si la relation avec tes employeurs se passe bien, tu peux avoir un temps pour tester les choses, quoi. Complètement. C'est une opportunité, quoi, entre guillemets, qui peut être chouette, qui peut être saisie. Non, complètement. C'est un vrai avantage effectivement dont il ne faut pas, hésiter à profiter. C'est vrai que le statut de chômeur, a une mauvaise image et peut rebuter certaines personnes. Heu, non, enfin, il faut pas. Les chômeurs ne sont pas des feignasses et devenir chômeur ne fait pas automatiquement de vous une feignasse. C'est plutôt une opportunité et une sécurité que l'on a en France, qui est faite pour en bénéficier. Voilà. Alors que l'évasion fiscale, faites-vous quelqu'un de pas bien, peu importe où vous le faites. Voilà, Aucun rapport. Voilà, voilà. Donc effectivement, ça fait partie des outils en fait, essentiels, en France. Évidemment, on parle pas pour le reste de la francophonie forcément, mais c'est vrai qu'en France, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut, effectivement s'appuyer. On a parlé freelancing, on peut parler un peu entrepreneuriat également, puisque, bien sûr. alors, il y a l'entrepreneuriat, on va dire, lié au freelancing, on en a parlé par J'adore exemple le fait de j'adore Macron à la Startup Nation, moi. Vraiment, je
Moi, j'en suis un peu revenu de la Startup Nation, mais c'est pas forcément le sujet. Mais disons que il y a l'entrepreneuriat qui est assez proche du freelancing. C'est voilà, Baudouin qui disait qu'il il y a vraiment le freelance indépendant et le freelance entrepreneur qui va plus vers une mentalité d'agence. Et bon, tout ça est finalement assez proche. Mais après, il y a un autre type d'entrepreneur euh, pour qui les outils no-code ne sont pas une fin, mais un moyen. C'est-à-dire, j'utilise les outils no-code pour développer mon application, mais mon produit, c'est mon application. Ou j'utilise les outils no-code pour gérer mes opérations. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup de boîtes qui se sont lancées en s'appuyant sur des outils no-code et qui n'auraient jamais pu voir le jour sans ces outils no-code. Moi, j'ai Donc, discuté, j'ai une cliente que j'avais accompagnée, enfin, j'ai d'ailleurs un duo de clients. Ils ont lancé une boîte qui est vraiment très chouette, qui est un truc artistique qui propose des visites. Du coup, ils ont une communauté, les gens s'abonnent à leur commu, et du coup, ils ont accès à un nombre de visites par mois, etc. Et on s'est rencontrés il y a un an à peu près, on avait lancé un glide, qui s'appelait Glide pour leur commu. Et là, du coup, on était en train de discuter, elle me disait, oui, on aimerait bien réussir peut-être à passer sur une appli codée ou un truc comme ça. Je leur dis, bah ouais, totalement, ça fait presque un an que l'application, elle tourne, ça marche bien, vous commencez à avoir de l'attraction, vous avez une centaine d'utilisateurs. Bah, c'est totalement le moment où vous pouvez passer vers des solutions un peu plus puissantes. Et en fait, le no-code a été un bon usage, en tout cas là, pour ce qu'est la Glide, elle a été un bon cas pour tester votre solution. Maintenant que vous voyez que ça fonctionne bien et que vous avez besoin forcément d'autres trucs, soit vous pouvez continuer dans le no-code, aller vers des outils pour le pousser, soit vous pouvez totalement faire coder ça, mais c'est pas une problématique et là, c'est pas un problème de passer là-dedans, quoi. Ça a permis justement de vous lancer, de tester votre truc. Maintenant que ça marche, let's go, quoi. Ça a été un bon outil pour tester, quoi. Pour faire des trucs, quoi. Et je rajoute juste un autre truc, pardon. Et hier, on discutait, c'est drôle, on discutait avec d'une personne qui accompagne un client et qui, par exemple, qui avait énormément de choses sur Zapier et qui payait très cher Zapier. Et en fait, on était en mode oui, mais en fait, même si aujourd'hui, par exemple, tu vas à je sais pas, moi, je parle devant le micro, Stan. Ah, pardon. Je vais parler comme ça devant le micro, du coup. Je disais, même si aujourd'hui, tu perds très cher les outils, par exemple, un Zapier, etc., si c'est ce qui t'a permis de te lancer, de gagner plein de temps, etc., en fait, même si ça coûte très cher et si tu gagnes de l'argent avec ton truc, c'est pas un souci, quoi. Enfin, c'est un problème parce que ça va coûter cher, mais ça t'a permis de lancer ta boîte. Donc, il y a un moment où, si tu es à 50 balles par mois d'abonnement, si ça te coûte trop cher, si tu veux pas mettre 50 euros par mois dans un abonnement d'un truc qui fait tourner ta boîte, ça va être compliqué, quoi. Ça peut quand oui. même marcher. C'est vrai Enfin, qu'il ne faut pas regarder que le coût, il faut regarder la valeur aussi. Et c'est vrai qu'il y a une valeur assez forte hein, sur énormément d'aspects. Que souvent les personnes qui ne viennent pas justement du monde du web, de l'informatique, ne perçoivent pas vraiment. Une personne qui dit ah ouais, mais là je vais payer Airtable ou Bubble super cher enfin, euh, alors que je pourrais le faire coder, j'ai pas d'abonnement à payer derrière. Mais ouais, mais en fait, bon, déjà, le faire coder, ça coûte beaucoup plus cher. Mais en plus de ça, enfin, les coûts s'arrêtent pas là. Bon, pour les outils no-code non plus, mais ils peuvent être beaucoup plus importants. C'est vrai qu'on râle quand Bubble est down pendant 1 heure. Sauf que pendant que Bubble est down pendant 1 heure, ben, tu sais que leurs équipes sont dessus et que 1 heure, c'est déjà long. La plupart du temps, ça revient beaucoup plus rapidement que ça. Et ça t'aura rien coûté. Si tu as c'est vrai. développé ton propre truc et qu'il est down jusqu'à ce que tu aies réglé le problème. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 1 mois, et ça te coûtera potentiellement des milliers d'euros, quoi. Après, perso, Glide est rarement down. Donc voilà, si jamais un jour Bubble est down, n'hésitez pas à aller sur Glide, mais bon, c'est pas grave. On ne voudra pas à Bubble que Bubble soit down, quoi. Ça arrive quand les outils sont pas ouf, quoi, même. C'est pas grave. N'inquiétez pas. Ah, mais ils ont une énorme dette technique, mais ça reste un bel outil. Oui, mais Donc, il la change, tu verras, on en parle un peu avec Emmanuel. On en a parlé beaucoup d'ailleurs, mais j'ai pas pu tout mettre. Mais non, ils en sont conscients. Et ils font, tu vois, par exemple, ils disaient que quand ils avaient refait le moteur de responsive, tu vois, c'est un travail aussi par rapport à ça, quoi. ah non, mais ils font Un ils font travail dessus, quoi. Mais comme tous les plus outils. plus de 50 de leur boulot est concentré sur le fait de réduire leur dette technique et de passer, petit à petit sur des systèmes, y compris dans le code qu'ils utilisent, plus robustes, plus modernes. Heu, donc l'entrepreneuriat effectivement, peut être une option, mais ça j'ai envie de dire, c'est pas, «Oh bah non, je sais utiliser les outils no-code, quelle boîte je vais lancer avec ça?» J'ai envie de dire, c'est plutôt le contraire qui se passe la plupart du temps. C'est, j'ai une idée de boîte, «Oh tiens, il y a des outils no-code qui pourraient m'aider» ou «Je maîtrise les outils no-code, c'est un coup de bol, je vais pouvoir le faire». Donc dans l'autre sens, c'est plutôt sous forme de side project. C'est-à-dire: «OK, maintenant je maîtrise ces outils, quelle app j'aurais envie de créer?» On peut, voilà,
parler par exemple de Mickaël Bourgeois qui a créé Scribecast, pareil, qui en parlait récemment dans le podcast Contournement, et beaucoup d'autres side projects, enfin projets à côté, pour parler en français. Et c'est une possibilité aussi. Après, honnêtement, ce sont souvent des projets de cœur qu'on fait parce qu'on a envie, en espérant éventuellement qu'un jour ça rapporte quelque chose. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est pas forcément le premier choix de carrière, c'est plutôt des projets que l'on fait quand déjà à côté on a une source de revenus, ou alors c'est vraiment un projet entrepreneurial à part entière, mais c'est un autre sujet. Après, c'est vrai que quand tu démarres dans le no-code, je pense qu'il y a une bonne école quand même. C'est vrai que pour moi, les agences, ça reste une bonne école pour deux trucs. La documentation et la gestion de projet. C'est que je pense que quand imaginons tu sors d'études, tu fais du no-code, etc., et tu te formes sur un outil, je pense que ça peut être intéressant d'aller faire tes tours aux agences pour comprendre comment tu cadres un projet, comment tu viens documenter un projet, comment tu construis, et pour vraiment tout le côté organisation autour juste de faire un projet. Parce qu'évidemment, tu peux être très bon sur Hubble, mais atroce en communication, atroce en relation client, et en fait, tu n'auras jamais de mission parce que tu sais pas gérer des projets, quoi. Donc, je pense que c'est vrai que aller bosser dans des boîtes, etc., ça peut t'apprendre des choses comme ça. Et moi, je me suis spécialisé sur Glide parce que c'est le premier outil que j'ai découvert. J'en suis tombé amoureux et qu'il n'y avait personne sur le marché. Voilà. Après, il y a un peu comme tous les choix de carrière ne sont pas faits pour tout le monde, tous les outils sont pas faits pour tout le monde non plus. Et il y a des outils qui sont plus ou moins compatibles avec la manière de chacun de fonctionner. Et moi, ça m'a... Compatible aussi avec la manière de fonctionner de tout le monde, mais les gens les aiment bien quand même, quoi. Tu ne parles pas Comme du tout dirait... de Hubble, évidemment. Non, pas du tout. Comme dirait quelqu'un qui l'a dit dans mon documentaire, qui l'a très bien dit, il y a vraiment des outils pas ouf dans l'écosystème, mais la communauté, elle est tellement forte que les outils ont l'air bien. Non, il parlait pas de Hubble, je pense qu'il parlait d'autres outils. Mais non, c'est vrai aussi, il y a des outils vraiment éclatés au sol, mais les gens aiment tellement les outils que, tu vois, moi, il y a des outils, je comprends pas la hype autour de ces outils. Mmh. J'ai pas trop d'exemples là. T'as les exemples? Ouais, mais j'ai pas envie de nommer parce qu'après on va dire que je fais du mal aux outils et tout, et j'ai retenu. Non, mais par exemple, il y a des outils. Il y a un outil il y a pas longtemps qui est beaucoup sorti qui permet de faire des choses, et vraiment tout le monde était hypé autour de ça. Et moi, je l'ai vu et j'étais en mode pas hype, quoi. Je vais pas dire le nom parce qu'après j'ai reçu un DM LinkedIn qui met t'as dit non, parce que ça m'est déjà arrivé de dire des prénoms, et après je me suis pris évite de nous citer parce qu'après ça nous fait du mal. J'ai pas envie de... J'aime la précision, hein. Il y a un outil qui est sorti qui permet de faire des choses. Là, tout de suite, je Ouais. visualise beaucoup mieux. C'est vraiment un marché sur lequel il y a plein d'outils, notamment un grand outil qui permet d'envoyer des informations et de saisir des informations. Et il y en a un nouveau qui est sorti. On en a parlé, mais j'ai pas trouvé vraiment le droit. Ouais, bah après... Personnel, hein, c'est des trucs très perso, hein, ça n'impacte que moi. Oui, bon après, ça c'est le jeu. Il y a les outils qui vivent, qui meurent, qui se lancent, qui évoluent, etc. Disons que... Un outil sympathique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un outil, on s'est dit putain, yes, quoi. Enfin, moi perso. Bah, en même temps, parce qu'il y a quand même déjà... si, Fill-Out, quand même, le dernier qui a vraiment tapé dans l'œil de beaucoup de gens de la communauté. Moi, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est votre point de vue, je vous respecte. Parce que tu utilises pas Airtable. Si, j'utilise Airtable. C'était d'eux dont tu parlais? Non, c'est ton point de vue. Je ne peux ni affirmer ni contredire ce que je viens de me dire. D'accord, tu n'aimes pas Fill-Out. Non, mais Fill-Out, en fait, le gros problème des formulaires quand tu utilises Airtable, Notion, etc., c'est que tu galères à faire le lien entre les données de ta base et les données de ton formulaire. Tu as une liste de choix dans la base, tu veux la traduire dans le formulaire, tu es obligé à la main de répercuter chaque modification de la base dans le formulaire. Fill-Out te permet de totalement oublier tout ça. C'est-à-dire que le formulaire se calque sur la base, et ce qui est fort, c'est qu'ils le font sur Airtable, ils le font sur Notion, etc. Pour l'assaut No Code France, on a utilisé Fill-Out pour passer des commandes pour les t-shirts qui seront, on l'espère, livrés la semaine prochaine pour le No Code Summit. C'est vraiment pour beaucoup de gens un game standard où beaucoup de gens aimaient Tally parce que c'est vrai que c'est flexible et tout, mais quand même, tu devais tout faire à la main. Et là, tu as Fill-Out qui arrive où tu te dis, mais en fait, Fill-Out, pour moi, c'est même pas un bon outil de formulaire. En fait, pour moi, c'est ce à quoi devraient ressembler les formulaires Airtable. Les formulaires Airtable qui sont totalement à l'abandon, ils les font pas évoluer depuis je sais pas combien de temps. Et du coup, il y a eu cette réponse qui est Fill-Out, mais on s'éloigne beaucoup du sujet. Moi, je suis Team Tally. Hein. Moi, Philippe et Marie, je les adore. Moi, je serais Team Tally.
Non, mais j'aime beaucoup Tally aussi, je continue à l'utiliser pour un certain nombre de cas d'usage. Mais disons que pour conclure sur le fait que même les outils, en fait, ne sont pas faits pour tout le monde et il y a des outils, vous allez les voir, vous allez accrocher tout de suite. Moi, quand j'ai découvert Airtable, je me suis dit: «C'est l'outil dont j'ai toujours rêvé sans le savoir». C'est vraiment l'outil qui correspond à ma manière de fonctionner et je l'ai vu et en 5 minutes, j'étais déjà à l'aise dedans parce que c'était vraiment la manière dont je fonctionne, en fait. Heu et après évidemment, il m'a fallu un peu plus longtemps que ça pour me former, sérieusement, mais voilà, il y a des choses, on accroche plus ou moins, il y a des outils, c'est pas juste pas du tout notre manière de fonctionner, voire pas du tout notre niveau de compétence. Il y a des outils qui sont plus techniques quand on commence à partir sur des Xano ou des Supabase. C'est des outils qui demandent d'avoir quand même un bagage technique, beaucoup plus important et ça veut pas dire que les néophytes ne peuvent pas les reprendre en main, mais forcément, ça demandera beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts. Et donc voilà, tout ça, évidemment est à prendre aussi en compte dans le choix de sa carrière et des outils qui vont avec. Mais après, tu vois, il y a aussi un truc, c'est, je pense que c'est aussi des questions de technicité et de degré quand tu arrives, tu vois. Aujourd'hui, imagine, tu arrives, tu connais rien du tout, t'es un rookie, tu as fait des études pas de lettres, etc., et tu as envie d'automatiser des trucs dans ta vie, à débarquer sur Zapier, ce sera beaucoup plus simple pour toi que débarquer sur Make, tu vois. Quand t'as pas de Mmh, formation, etc. Donc je pense qu'il y a aussi ça, différents outils aussi pour le niveau. Et il y a aussi un autre truc, c'est que je pense que les gens utilisent aussi les outils à des degrés de complexité totalement différents, ce qui rend aussi le code hyper intéressant. C'est que toi, moi, par exemple, j'ai un usage Airtable très basique, toi non. Tu vois, je veux dire, c'est quand il y a vraiment ce truc, en fait, chacun va avoir déjà, il y a des gens qui ont des usages très, très basiques de glide et moi non. En fait, comme chacun a son usage mmh, différent, ça amène aussi des trucs auxquels où tu peux pas forcément comparer les outils, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que de plus en plus, comparer Zapier et Make, ça va être impossible parce que c'est pas du tout les mêmes choses. Comparer du glide et du softer, ça n'a rien à voir. Et en fait, je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de comparer les outils parce qu'en fait, ils ont rien à voir les uns entre les autres. mmh, complètement. Après, je pense que ce qui joue beaucoup aussi sur le fait qu'on se spécialise sur tel ou tel outil, c'est sur quel outil on est tombé quand on avait un besoin. C'était peut-être même pas forcément l'outil idéal pour notre besoin, mais à un moment, on avait un besoin, il a fallu se mettre à quelque chose, on s'est mis à cet outil et en fait, c'est tellement compliqué de se mettre à un autre outil que, à un moment, voilà, moi je suis sur Airtable, Make, Bubble et même s'il y a plein d'autres outils qui me paraissent géniaux, j'ai pas le temps de me mettre à un autre outil et en plus, je me dis: «Mais combien de mois ou d'années il me faudrait pour être au même niveau sur ce nouvel outil que les outils que j'utilise aujourd'hui déjà?» Parce que j'ai un c bootcamp 1 700 € en 3 semaines, tu deviens pro, mec, tu vois. Tu gagnes 20 heures par semaine, et après tu peux devenir riche, tu veux vivre à Bali, si tu as envie. Je te fais un prix, c'est 1 450 € pour toi à la place de 1 800. Et dedans, tu as 21 surprises, notamment 1 heure de coaching par mois si tu veux, 1 heure avec moi hein, en coaching. Et un groupe WhatsApp aussi. On est que tous les deux, je réponds à tes questions. voilà, ne l'écoutez pas. Super triste. Heu, On va pu faire une meilleure offre, mais ok, j'ai compris. Dans le chat, évidemment, après, vous inquiétez pas. donc on a parlé Excuse-moi. on a parlé freelancing, on a parlé entrepreneuriat, bah, parlons emploi aussi. On a parlé on a parlé d'être employé chez une agence, qui était un peu le 1er point. Mais il existe des offres d'emploi, des vraies offres d'emploi, et de stage et d'alternance, dont on a parlé aussi, sur vraiment les métiers low code. Alors j'ai fait, rapidement un sondage qui vaut pas grand chose. J'ai regardé nocodejobs.fr, là, le site de contournement et j'ai regardé un peu ce qui existait. Donc c'est quand même très largement au sein de start-up et de TPE, PME un peu, mais surtout de start-up, qui voilà, qui proposent des jobs là-dedans. Les outils vont varier, mais les outils qui ressortaient le plus, c'était Notion, Zapier, donc des outils vraiment ops, Make aussi pas mal et après il y a Bubble qui ressortait pas mal aussi et il faut bien avoir à l'esprit que, bah, ce sont des métiers qui sont totalement différents. Parce qu'au-delà des outils, en fait, il y a à quelle catégorie d'outils ça appartient. C'est-à-dire que si vous êtes sur Airtable où vous faites des ops, c'est pas du tout le même métier que si vous êtes sur Bubble et vous développez des applications web. Les ops, c'est beaucoup de temps à comprendre le besoin, et à concevoir des processus et finalement la partie développement est la partie, facile, on va dire. J'exagère un peu en disant facile, sur, du dev
Bubble, ben, le gros du boulot, c'est du développement où on est les mains dans l'outil et oui, il y a des phases de conception, etc. Mais c'est enfin, c'est des métiers qu'on ne vit pas du tout de la même manière et je le sais d'autant mieux pour faire ces deux métiers-là. Mais voilà, il y a aussi quand même enfin, dans le choix des outils, il y a aussi le choix du métier et ça, on s'en rend pas forcément compte, qui n'ont rien à voir. C'est pas parce qu'il y a cette bannière un peu fourre-tout de no-code qui les recouvre tous que pour autant, il s'agit des mêmes métiers et des mêmes réalités. C'est vraiment des choses très différentes et si vous commencez à faire, bon, des applications mobiles, c'est un peu comme les applications web, mais avec des règles du jeu qui sont différentes. Les sites web, en revanche, là, c'est encore un métier totalement différent, avec voilà, un focus beaucoup plus important sur le design, sur les considérations visuelles. Les gens, potentiellement, sur des sites web auront, beaucoup plus d'exigences sur il faut que ça ressemble à ça, que ceci, cela, vraiment au pixel près, il faut que ce soit ce que je vous ai dit. Là où, en vrai, sur les applications web, ben, c'est quand même beaucoup moins le cas. Et sur des outils internes, c'est des demandes qui n'existent jamais. Ça existe parfois, mais il y a rarement un outil qui nous dit en plus, je veux que ça ressemble exactement à ça. Ça Je en pense que général, ce sont des gens qui n'ont pas compris le principe. j'ai l'impression quand même aujourd'hui, pardon, j'ai l'impression quand même aujourd'hui sur les offres d'emploi, il y a quand même beaucoup plus d'offres d'emploi liées à Bubble, etc. Que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu fais du bien du Bubble, tu trouveras plus rapidement du taf que si tu fais très bien du Notion ou très bien du Make. Mais peut-être que ça va changer. J'avais quand même l'impression que c'était quand même Bubble était quand même l'outil. En tout cas, je parle en tant que CDI, hein, pas forcément en tant que freelance. Mais toi, je pense qu'aujourd'hui, c'était très bon sur WeWeb. Je pense que trouver un CDI en WeWeb, je dis pas qu'il y a pas, il y a beaucoup de demandes en freelance. Je sais pas à quel point il y a beaucoup de demandes en CDI dans votre côté. Bubble est peut-être l'outil qui effectivement laisse le plus de possibilités d'un emploi à temps plein. Parce que justement, bah, comme je le disais, c'est des développements qui sont longs, donc c'est prenant et ça va très, très vite en fait d'avoir besoin d'un temps plein pour faire ces choses-là et puis quand on a un, bah, en fait, tu te rends rapidement compte que ce serait bien d'avoir un deuxième, et cetera. Donc si ton produit, en tant que boîte ou si un de tes produits importants est sur Bubble, rapidement, ça devient important d'embaucher des gens. Moi, il y a des boîtes avec qui je travaille en freelance tous les mois pour faire développer leurs produits et elles se rendent bien compte que ça atteint ses limites, parce que oui, je peux techniquement, répondre à leurs besoins, mais à un moment, je suis un goulot d'étranglement parce que j'ai aussi d'autres clients, je peux pas être là en permanence pour eux et eux en auraient besoin. Donc forcément, il y a des besoins aussi de de gens. Sur les ops, quand même, il y a beaucoup de besoins. Le problème sur les ops, c'est que les outils sont plus variés. Il y a du Notion, il y a du Zapier, il y a du Make, il y a du Airtable et encore d'autres. Mais ce sont des outils un peu plus modulaires qui s'apprennent peut-être un peu plus vite aussi. C'est-à-dire que si c'est un poste Notion Make et que vous faites Notion Zapier, et ben ça, vous pouvez aussi candidater et apprendre Make euh, le moment venu, voire dire bah écoutez, moi, je commence dans 3 semaines, d'ici là je me forme à Make, vous me payez une formation et je me forme. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. C'est probablement plus facile de passer le Make à Zapier, mais voilà, c'est possible, il n'y a pas besoin. Oui, c'est un point important aussi que j'ai remarqué en regardant les offres d'emploi. Beaucoup, enfin, du moins un nombre non négligeable d'offres d'emploi avaient une liste d'outils délirante. Un nombre d'outils, il y a des offres qui avaient 7 outils, je crois. Euh, Après, c'est parce que, si je peux me permettre, c'est parce qu'on a aussi, enfin, tu vois, il y a aussi un truc, c'est que faut pas, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont, pendant un moment, je pense que ça s'est un peu calmé, mais il y a l'année dernière et l'année d'avant, on a quand même vu énormément de formations qui te promettaient de te former sur plein d'outils en même temps, tu vois. Et oui, pardon, mais ça, on a déjà eu des débats sur Twitch, on a déjà eu des problématiques sur Twitch, des débats un peu soutenus qui ont été soulevés, qui allaient te dire, bah voilà, fais une formation, tu vas faire du Bubble, tu vas faire du Webflow, tu vas faire du Make, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ont aussi arrêté de faire ce genre de formation. Et je pense que les trois quarts qui se sont dit on va faire ça, bah maintenant ils ne le font plus parce qu'ils ont compris que ça ne sert à rien et qu'une personne, en tout cas moi je connais personne qui est expert et sur Webflow et sur Webble, à mon sens ça ne sert à rien. Si t'es bon sur l'un, bah, autant être bon sur l'un, tu trouveras du taf. Et je pense qu'aussi, du coup, il y a des gens qui s'imaginent d'un couteau suisse et qu'il y a une personne qui va débarquer, qui va faire et la maintenance du site sur Webflow, et le back sur Webble, et du glide, et du, tu vois, et être un espèce de couteau suisse. Et à un moment, en fait, bah, non, frère, on peut pas tout faire, quoi.
Non, Tu sais, un dev front, t'as un dev back, les devs full stack, voilà. Enfin, je veux dire, c'est que c'est compliqué de tout gérer, quoi. complètement, et comme on disait, ce sont des métiers qui n'ont juste rien à voir, en fait. Il y a Ouais, quelques parts communes, mais sinon la réalité du métier est vraiment très, très différente. C'est sûr qu'avoir une formation, Notion, Airtable Make, ça a du sens parce que ce sont des outils qui peuvent fonctionner ensemble et qui font partie d'un même champ d'application. Avoir une formation, Airtable, Bubble, Webflow, ça a effectivement pas énormément de sens. Et oui, c'est sûr que ne cherchez pas à cocher toutes les cases avant de candidater à une offre. C'est vrai tout le temps, ça n'a rien de spécifique au no-code, mais pour le no-code en particulier, ne cherchez pas à cocher toutes les cases côté outils. ouais. Et Sauf avoir il y a, on va dire, la seule écartade qu'on peut faire, je sais pas si on dit écartade, non, le seul écart qu'on peut faire à cette règle, c'est si vous appelez Xavier Agapé. À ce moment-là, vous avez le droit, parce que vous êtes bon partout. Vous êtes très riche surtout, donc vous avez le droit de ce que vous voulez, parce que quand on est riche, on peut tout faire. Donc voilà, donc à ce moment-là, vous pouvez, sinon, non, vous n'avez pas le droit, désolé. non, Si mais vous voilà. apprenez cette règle, il faut en parler avec Xavier en MP. N'hésitez pas à lui envoyer plein de MP sur le Slack, bien sûr. Mais je À n'incite mon pas au harcèlement, bien sûr, évidemment. à moins d'être Xavier, il est impossible pour un être humain de Je maîtrise. maîtriser, autant d'outils, quoi. Donc Xavier Musk, exactement. et du coup, ouais, c'est important de pas s'arrêter à juste une liste d'outils, mais de regarder un peu plus vraiment le besoin, et limite, limite, demander à prioriser, quand vous voyez une offre, d'emploi où on vous demande 7 outils, vous dites: «Bon, bah, OK, mais quels sont les outils qui sont vraiment importants, qui seront utilisés au quotidien?» Parce que je soupçonne qu'il y a des offres d'emploi, ils mettent tous les outils dont ils ont entendu parler et c'est: «Ah ouais, ça, on m'a dit que ce serait bien sur Glide et puis notre site, il faudrait qu'on le refasse sur Webflow et ceci», et en fait, tu fais ta liste de courses, mais c'est pas un post, c'est un fantasme, quoi. Donc voilà, attention à l'écart qu'il peut y avoir entre la réalité du besoin et du travail et les offres d'emploi qui, pour certaines, sont nulles dans la manière dont elles sont formulées, désolé. Mais en tout cas, des offres d'emploi existent, même si c'est pas forcément, si évident que ça. Je sais pas exactement quel peut être le ratio entre, la demande et l'offre, sur les offres d'emploi no code, mais je soupçonne que, il y ait pas suffisamment d'offres pour la demande aujourd'hui. Ouais, je pense aussi. Bah, je pense aussi, en plus, je pense que ça se voit aussi, parce qu'on voit quand même pas mal de gens qui postent sur le Slack en disant je cherche, tu vois, des alternances, des jobs, etc. Euh, après, tu vois, enfin, je me demande si, je pense que ça, évidemment, je pense que ça va se stabiliser un petit peu. Je pense qu'il y a aussi un truc, en fait, je pense qu'il y a un double côté un peu complexe là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur le marché de la formation aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de gens, il y a pas mal de gens sur le marché de la formation, peut-être Mmh. plus que le débouché possible. Donc, évidemment, ça va créer une autoroute de personnes qui vont sortir avec des compétences et pas forcément le travail qui suit. Et donc, du coup, ça amène aussi au fait qu'il faut aussi qu'il y ait des entreprises qui puissent rentrer et prendre en main ça, quoi. Et donc, je pense que c'est normal, c'est que ça bloque, plus les gens qui te vendent de la merde, quoi. Ça joue aussi un peu dans l'équation, quoi. Après, c'est difficile de savoir s'il y a trop de, enfin, s'il y a une capacité de formation qui est trop grande ou pas, parce qu'une bonne moitié des formations sont des formations, purement en ligne, où tu suis des vidéos et Ouais. du coup, enfin, une formation comme ça peut former une personne, tout comme ça peut en former 100 000, donc c'est difficile de. Genre, d'accès aux formations, vraiment, si vous avez un compte, n'hésitez pas à poursuivre la formation. C'est bien ça. Heu, donc c'est difficile à évaluer, mais c'est vrai qu'il existe, beaucoup de formations sous différentes formes aussi. Les des formes de formation, il y a quoi? Il y a les tutos, on va dire, aller suivre des tutos YouTube, c'est un peu le niveau, 0 de la formation. Après, il y a des formations 100% en ligne avec, des vidéos, des exercices, et cetera. Des formations présentielles, le format bootcamp qui rencontre un certain succès aussi avec un format, un peu intensif sur, quelques semaines, quelques mois, heu, sur un sujet ou un outil en particulier. Heu, Ah, c'est vraiment des besoins spécifiques. Je pense qu'il y a des gens. Moi, je sais que j'ai appris, entre guillemets, tout seul sur YouTube et via la documentation de l'outil, toi, de Glide à l'époque.
Et après, quand j'ai dû me former à du Zapier, à du Airtable, etc., j'ai un peu appris par solo. J'ai un peu appris dans mon coin en regardant. Il y a des gens avec qui ça va marcher très bien, ils vont se former là-dessus. Il y a des gens qui ont besoin d'un accompagnement et qui peuvent s'acheter une formation en ligne et qui vont la regarder à leur rythme pour que ça marche. Et il y a des gens qui ont besoin vraiment d'un accompagnement plus carré. Et à ce moment-là, bah voilà, il y a le bootcamp avec le wagon, il y a le bootcamp de Auto, il y a le bootcamp de Cube. Enfin voilà, ça dépend. En fait, tout dépend vraiment des gens et de leur, on va dire, de leur manière d'apprentissage, quoi. Moi, je sais que ça m'allait, j'aime bien rechercher sur Google et j'avais pas forcément masse de thunes à l'époque. Donc voilà, mais dans tous les cas, si t'as pas l'argent, tu peux quand même te former au no-code. Et après, si t'as de l'argent et t'as envie que ça aille un peu plus vite, t'as envie d'avoir un truc très cadré, bah, à ce moment-là, t'as des formations en ligne et puis ensuite t'as des bootcamps. Ça dépend Oui, vraiment de comment tu le sens, quoi. oui, oui, et puis de la manière dont on apprend aussi. Moi, je sais Bien que sûr. j'aime bien aller à mon rythme et, et faire ce que je veux. Donc, c'est vrai que les formations, souvent, sont pas le bon format parce que rapidement, ça me gave et j'apprends mieux. Tu vas trop lentement pire. Faut aller plus vite, là. Faut accélérer là. Euh, non, je sais que je trouve plutôt que les formations vont pas assez vite, souvent. Je t'enverrai la mienne, tu vois. Tu pourrais mettre en x2 pour ne rien entendre. Mais non, mais enfin, c'est juste, ouais, en fait, c'est juste pas ma manière de fonctionner et je préfère me former de mon côté en cherchant, en pratiquant et puis en échangeant avec des collègues, etc. C'est la principale manière dont je progresse aujourd'hui et le Slack Nocal France. Donc, Oui, je vois de qui tu parles, Jean Blood, j'ai vu ça. 30 jours pour devenir freelance dans le no-code. Après, tu vois, après, ça dépend. Tu vois, je sais que Auto, ils ont pas mal de bootcamp. Après, on va pas faire une tier list des formations. À moins que vous le demandiez, on va pas faire une tier list des formations en ligne, quoi. À part si vraiment vous le demandez. Et à ce moment-là, je pourrais faire un live qui va faire que je vais être banni et que je vais me faire insulter partout. On pourra faire un petit live d'une tier list des formations de code. c'est un terrain glissant. Je sais pas. Peut-être que le jour où j'arrête le no-code, je ferai une tier list des formations no-code 100% objectif sur Twitch. Et après, j'irai m'enfuir à Bali. Donc beaucoup de manières de se former et ça nous amène d'ailleurs à une dernière option enfin, du moins la dernière que j'ai listée de carrière qui est la production de contenu, dont la production de formation. Généralement, les gens qui produisent du contenu ont une partie de leur contenu qui est payant sous forme de formation et ce qui leur permet de monétiser la production de contenu dans son ensemble. C'est beaucoup des gens qui font ça en plus d'une activité principale. Shubham Sharma, lui maintenant, c'est sa principale, voire sa seule source de revenus, mais il a commencé, il était aussi presta sur des sujets. On peut citer Vince de Creacity qui lui fait beaucoup de création de contenu et des formations, mais qui à côté d'une part est prof et également freelance, prestataire. Donc il y a beaucoup de choses. C'est dur honnêtement de vivre uniquement de la création de contenu et la vente de formation. C'est vraiment un énorme Ouais, boulot et il n'y a c'est pas pas le plus forcément de la simple. place pour tout le monde. Ouais, le marché est pas forcément non plus hyper éveillé à ça. Tu vois, même information Glad, elle se vend, mais elle se vend pas non plus comme des petits pains. Je pense après, il faut être bon aussi, tu vois. Je pense qu'on en parlait avec Choubam hier soir. Tu vois, lui, il a ce truc où il sait vendre, il est fort là-dedans, et du coup, lui, ses formations, ils arrivent à les vendre parce que, tu vois, il est bon, tu vois, il y a pas à se faire. Son copywriting, il est nickel, ses mouvements de com, etc., ils sont bons. Et aussi, il a beaucoup travaillé pour avoir sa communauté, pour avoir des gens qui vont lire et qui lui font confiance, etc. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus simple. Après, je trouve que comme ce qui est dur dans une formation, c'est tout le côté, plus que les vidéos, c'est vraiment le fait d'avoir un contenu qui va être de qualité en termes d'apprentissage. Et ça, je pense que c'est plus dur. C'est réussir à avoir vraiment un train d'apprentissage et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup appris quand on a commencé à le faire avec Contournement. Parce que moi, j'avais fait ma formation avec eux. Et ce qui m'a beaucoup apporté avec One, cette vision, en fait, du coup, de l'éducation et de comment est-ce qu'on fait le flow. Parce qu'après, tu vois, quand tu es bon sur un outil, bah, les compétences, tu les as. Donc, tu sais comment raconter les différents chapitres. Par contre, réussir à bien chapitrer, à se dire, OK, voilà comment l'apprenant ou l'apprenante va aller avancer. Ça, c'est plus complexe. Mais c'est chouette. Oui, bah, c'est complètement la pédagogie est une compétence à part entière. Il suffit pas d'être bon techniquement, il faut aussi pouvoir former des gens à ça et parfois, il vaut mieux être Il un y a peu moins bon sûrement techniquement et meilleur pédagogue. mais ça, il y a sûrement des gens, et parfois il y a des gens qui sont très mauvais techniquement, mais qui sont des super bons formateurs. Et l'inverse, des gens qui sont très bons techniquement, mais qui sont des horribles formateurs. Mmh. Complètement, Son petit complètement. twist.
Jean Mouloud nous dit que oui, la création de contenu a ses propres contraintes. Donc déjà, très difficile d'en vivre. Ça peut être un passe-temps et une source de revenus complémentaires, mais c'est très difficile d'en vivre. Et pour le faire sérieusement, c'est vrai qu'il y a besoin d'une vraie régularité dans la création de contenu, dans les posts, etc. Enfin, et toute une stratégie marketing à déployer et à déployer de manière régulière. C'est un gros investissement qui se fait sur du long terme. C'est vrai aussi si vous vous lancez en freelance et que vous faites votre com avant tout sur LinkedIn ou autre réseau, ce sont des choses qui prennent du temps et avant de produire des résultats. Et ça produit des résultats. Enfin, pour produire des résultats, encore faut-il qu'on ait suffisamment cadré la stratégie, parce que les freelances qui sont très présents sur LinkedIn, mais pour raconter leur vie de freelance, moi je trouve ça super intéressant parce que je suis freelance, mais c'est pas forcément comme ça qu'ils vont trouver leurs clients, quoi. Ouais. Et encore, c'est un peu comme le sport, quoi. Chose que je trouve Développe. absolument, ouais, évidemment. Bah, c'est, je sais pas, tu vas avoir des abdos, bah, tu vas faire des abdos tous les jours, tu auras pas tes abdos demain, quoi. Tu les auras dans 6 mois. Complètement. Enfin, un peu comme Complètement. tout d'ailleurs, un peu comme le ski, enfin un peu comme n'importe quel nouveau truc, quoi. Ça peut prendre du temps, quoi. Un peu comme le Oui, non, mais complètement. Bah, comme un peu devenir comme bon l'amour, sur, je pense. Ouais. comme devenir bon sur ses outils no code préférés, comme, enfin, tout est question de patience, d'abnégation, de sacrifice, T'as d'autres mots pour effrayer les gens ou? Bah, du coup, alors punaise de lit, je sais que ça fait C'est l'actualité. peur, Je vois pas le ça fait rapport, mais peur c'est beaucoup de l'actualité. personnes. Non, mais je sais pas, tu me dis effrayer les gens, moi j'ai des mots. Après j'ai d'autres mots si tu veux effrayer les gens, mais j'ai Non, 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 pas sur Twitch. pardon. J'ai Non, mais c'est bah, co en fait, ça reboucle avec ce qu'on disait en début d'épisode, c'est qu'il y a des possibilités, il y a des vraies possibilités et de pas juste de gagner sa vie, en fait. Il y a la possibilité déjà de gagner sa vie confortablement. C'est pas juste, je gagne un SMIC et je me pose pas trop de questions non plus pour, boucler mes fins de mois, mais aussi, la possibilité de s'éclater, la possibilité de trouver sa voie. Enfin, toi comme moi, je sais qu'on a fait énormément de choses dans notre vie à droite, à gauche et bon, c'est jamais un sujet qui est totalement fini parce que toi, tu le disais, voilà, peut-être que tu vas t'écarter un peu plus du no-code pour revenir à d'autres choses, tout en gardant un peu de no-code sous le coude. Moi, aujourd'hui, je suis bien là où je suis et j'envisage pas de changer, mais ça veut pas dire que je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie. Enfin, j'en sais rien, mais ouais, il y a vraiment de belles opportunités, mais ce sont des opportunités qui ne sont pas gratuites, à minima en termes d'efforts et de temps. Ça prend à minima des mois de se former et de construire, un business ou de devenir employable, et cetera. Donc il y a rien de magique du tout dans tout ça, malheureusement ou heureusement. Ce serait un peu inquiétant le boulot magique, je dirais qu'avant de trouver sa voie, il faut se trouver soi-même, bien évidemment. Oui, mais enfin enfin c'est une phrase toute faite, mais enfin, disons que tout ce qu'on dit, implique quand même de se connaître soi-même, de savoir ce sur quoi on est fort, ce qu'on aime bien ou pas. Est-ce que vous aimez bien voir les gens tous les jours? Est-ce que vous aimez bien gérer un projet, être maître de ce que vous faites? Est-ce que vous aimez bien vraiment quand on vous donne un truc carré, ficelé, que vous avez derrière à exécuter? Est-ce que, vous aimez bien vendre? Est-ce que vous aimez bien, heu explorer un problème avec une personne et trouver une solution? Moi, honnêtement, c'est la manière dont je vends. Je ne me présente jamais, enfin, je me souviens pas le dernier client à qui j'ai fait une présentation formelle de: «Bon, bah, voilà, je suis Pierre Simonin, voilà mon métier» et cetera. Mais bon, on Parce que tout s'introduit le monde te connaît rapidement avec le client. Quoi? parce que tout le monde te connaît, Pierre. Non, pas encore. Non, mais je on se présente rapidement, en fait et rapidement, ce qu'on fait, c'est qu'on parle du besoin, on parle du problème. Et en fait, il y a pas besoin de plus parce que quand j'ai passé une demi heure, 1 heure avec un client à parler de son problème, ben, non, a priori, si tout se passe bien, déjà, il a une vision plus claire de son problème, des besoins, des priorités, de comment on peut y répondre et du coup, grâce à tout ça, il est assez confiant dans le fait que
je suis la bonne personne pour répondre à ce besoin. Et quand on fait ça, il n'y a pas besoin d'être le marchand de tapis qui vend du rêve, qui fake it until you make it, voilà, qui fait semblant quand il ne sait pas faire. C'est pas nécessaire, c'est pas la seule voie non plus. On a parlé de freelancing, on a parlé d'entrepreneuriat, il n'y a pas besoin d'être un requin ou un vendeur de rêve pour ça. Il y a d'autres manières de le faire. Ouais. Mais D'ailleurs, si vous voulez trouver votre voie, j'ai une formation géniale à 79 € pour permettre de trouver votre voie. Il y a des vidéos et tout. Je vous fais un petit code promo en fin de vidéo, bien sûr. pourquoi tu n'as pas de formation? Ce serait plus simple. Si, j'ai une formation à la formation, si tu veux. Tu veux apprendre à faire des formations, j'ai une formation pour ça aussi. Non, ça, j'ai déjà suivi la formation de contournement. Parfait. Euh, Trouver sa voie, les deux, ouais, j'ai un peu mal à la gorge. Mais, trouver ça, et les deux. J'ai trouvé sa voie pour devenir artiste et trouver sa voie de tous les jours. J'ai une formation qui s'appelle Trouver la voie de 9-3/4 aussi. Un peu plus technique celle-là, mais elle est sympa. C'est une bonne formation. Vraiment, j'ai un catalogue de formations gigantesque. Bon, ben, je n'en peux plus, je vais rendre l'antenne. Ah là là, ah non, C'est très chouette de Pierre, en tout cas. Non, c'est très, enfin, comme toujours dans cette émission et comme toujours avec toi, toujours vraiment intéressant d'échanger. Peut-être, est-ce que tu as d'autres exemples de parcours, de gens là dont tu as envie de parler, des choses originales, inattendues, osées que tu as pu voir? Là, déjà, on peut citer dans le chat un peu plus tôt Adrien qui disait qu'il était fonctionnaire et qu'il avait tout plaqué sans plan de secours pour se lancer à corps perdu dans le no-code alors qu'il était déjà papa. Et Xavier qui a fait un peu la même chose, qui était consultant et qui s'est dit « Allez, vous savez quoi? Maintenant, je vais faire du no-code. » En vrai, je pense que après, je pense qu'ils sont beaucoup mis en avant. On a beaucoup de personnes dans la communauté, on va dire, qui ont les parcours les plus étonnants qui sont très mis en avant. Je pense que j'ai pas envie de citer forcément ou de name dropper des gens comme ça par rapport à leur parcours. Mais je pense qu'il y a des parcours assez inspirants. J'ai pas forcément de parcours, on va dire, qui me saute aux yeux, mais ce que je peux voir, c'est que dans les gens que j'ai pu interviewer pour le documentaire, tous les gens avaient plutôt des parcours qui rien ne les menait, entre guillemets, à aller vers le no-code. Que ce soit Matt qui avant faisait de la socio, Muriel qui faisait de l'animation dans les centres pour enfants, que ce soit Marie et Philippe qui faisaient du marketing et du dev et des cryptos. Enfin voilà, ils avaient vraiment tous des parcours un peu différents, même Joyce d'ailleurs qui faisait pas forcément du no-code de base. Tout le monde avait des parcours vraiment très différents. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment cette similitude où souvent, c'est un peu normal en même temps. En fait, j'ai envie de dire, c'est normal aussi parce que le no-code, ça n'existe pas non plus depuis 50 ans. Donc c'était normal aussi que les parcours soient différents. Mais c'est quand même chouette de voir que pour la plupart du temps, bah ouais, les parcours, ils sont quand même très, très, très spécifiques. Après, je sais pas non plus, tu vois, j'ai envie de me dire, je sais pas non plus maintenant avec les formations, etc., à quel point ça va pas venir lisser aussi les formations et les parcours des gens. Tu vois, les gens vont sortir de formation, donc ça va venir lisser, on aura moins d'histoires comme ça aussi à raconter. Même si je pense que comme n'importe quel métier, tu as toujours des histoires assez marrantes à raconter. Mais que tu peux Après, trouver aussi, je pense, dans la boulangerie, dans la restauration et ces choses-là. Parfois, il y a des gens, même si c'est pas une globalité, qui font un twist et qui deviennent ci ou ça, quoi. c'est effectivement la généralisation des formations et du no-code va peut-être amener à avoir plus de personnes qui font du no-code en début de carrière et qui du coup ont un peu moins d'expérience et de choses à raconter. Il y en a déjà qui existent, enfin qui sont actifs depuis un certain temps. Je pense à Arthur, à Elise et à un certain nombre d'autres. Et qui sont devenus freelance juste après leurs études, voire pendant leurs études. Et ça, effectivement, c'est les profils qui vont probablement devenir de plus en plus fréquents. Mais j'ai envie de dire, à partir du moment où les gens, après une ou plusieurs vies professionnelles, se reconvertissent dans le code, forcément, ça continuera à faire des histoires riches, parce qu'on aura tous et toutes des raisons différentes pour y arriver et des motivations différentes pour avancer. Xavier nous parlait dans le chat du parcours de Benoît-Marie Flasque de Xar, le fondateur de Xar, qui est un outil no-code français. Je ne connais pas son parcours en détail, je sais qu'il a été bûcheron. Donc ça plante un peu le décor. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, il a fait un nombre de métiers, mais Lilian aussi, je pense qu'il en parle en détail dans le documentaire. Ouais. Et c'est marrant que le no-code, du coup, réunit des profils très très différents et attire des gens qui ont fait tous les métiers du monde et qui
j'ai envie de dire, trouve aussi, un point de chute, ici, en se disant: «J'ai fait plein de choses qui ne me convenaient pas, qui ne me satisfaisaient pas, qui me correspondaient pas et c'est en arrivant ici que j'ai trouvé ma place, quoi». Ouais, je suis totalement d'accord. Mais, après, toi, il y a aussi le truc de. Mais toi, c'est comme tout, c'est que, quand tu discutes avec les gens aussi, si demain le no-code s'arrête, ils pourront aussi faire autre chose, tu vois. Donc, je pense que c'est, je sais pas à quel point le no-code sera un moment où tu vas t'arrêter, tu vas faire ça toute ta vie. Je pense qu'il y a un moment où les gens switcheront un peu, mais il y a quand même ce truc de, dans tous les cas, tous les gens qui m'ont dit ça, ils m'ont dit, mais dans tous les cas, même si demain j'arrête le no-code, bah, je saurais rebondir avec ce que j'ai appris, avec les compétences que j'ai pu apprendre, avec tout ce que j'ai pu emmagasiner depuis que je fais du no-code par rapport à ça, quoi. Et après, ça a quand même aussi amené des rencontres assez cool, même au point de vue humain, parce qu'on parle beaucoup du travail et ces choses-là. Mais je pense que dans tous les cas, ce que le no-code, ça peut quand même beaucoup vous apporter, et ça pourrait être un peu mon mot de fin, c'est que ça peut quand même vous amener des rencontres très chouettes, très intéressantes. Ça peut faire rencontrer des amis, des gens avec qui vous pouvez partir en voyage, des aventures, etc. Et je pense que moi, le no-code, ça m'a, je pense, plus apporté de trucs perso et de trucs humains et de reconnaissance, plus que de trucs autour. Voilà, parce qu'on a rencontré des gens géniaux, il y a eu plein d'events, il y a des Mmh. meetings, des mois, il y a le Code Summit, il y a un documentaire. Enfin bref, ça a vraiment été un truc, une aventure hyper humaine. Et ça, je pense que c'est un truc qui est très chouette avec le no-code, en tout cas avec la commu aujourd'hui, avec ce qu'on a réussi à faire tous ensemble. Euh, c'est ce côté humain, en fait, qui est vraiment très cool, le no-code. Et qui est propre à la France et au no-code, on va dire, sur ces questions. Complètement, complètement. Il y a la grande famille de No Code France déjà, et toutes les communautés petites et grandes, des communautés géographiques autour des différentes villes, les communautés autour d'outils, les communautés autour de causes aussi. Je pense à la communauté et l'association No Code for Good notamment. Et en fait, toutes ces communautés partagent des choses très fortes et se rassemblent aussi plus ou moins dans on va dire cette grande communauté chapeau qui est No Code France, dans laquelle la plupart des acteurs du no code francophone se retrouvent. Et c'est vrai que voilà, c'est pas juste un métier, c'est pas enfin, pour moi, le no-code doit pas juste être un choix de raison de: «On m'a dit qu'il y a du boulot là», parce que c'est même pas si facile que ça. Mais si c'est un choix de passion, ça peut l'être, et pas uniquement par le contenu des métiers qui est effectivement intéressant au quotidien, mais aussi par tout ce qu'il y a autour et par les femmes et les hommes qui font et qui animent cette communauté. Et c'est voilà, c'est qui est très riche, et on s'émeut régulièrement de toutes les rencontres qu'on fait, des parcours qu'on voit. Donc voilà, Walter nous dit qu'il a été gérant de magasin, puis visiteur médical, et maintenant il fait du no-code. Voilà, mais je l'apprends, je savais pas que tu étais passé par là avant de nous rejoindre. Et c'est vrai que c'est toutes ces petites histoires, tous ces parcours dont il n'y a pas de identiques, qui font la force de la communauté, et l'intérêt aussi finalement du no-code en tant que carrière. Parce que c'est aussi une communauté d'entraide où on n'est jamais totalement bloqué, il y a toujours des moyens de s'en sortir, même quand on a l'impression de devoir remplir un alibi un peu trop grand pour soi. Je connais des personnes qui à des moments, dans des postes, dans des missions, ont galéré, genre vraiment, qui se sentaient débordés, et qui, grâce à la communauté, ne se sont pas noyés et ont pu s'en sortir par le haut, et ont pu super bien rebondir, quoi. Je plus sois ce que tu nous proposes ici. Eh ben, merci. J'ajouterais juste que on a évoqué beaucoup de possibilités, de carrières, de chemins, d'outils. Il est important de résister à la tentation d'essayer de faire 1000 choses à la fois. Si vous essayez de vous lancer en freelance, et puis de faire des formations, et puis en même temps d'être youtubeur sur 12 outils, je vous prédis un échec retentissant sur chacune de ces activités. J'exagère un peu, mais c'est un moment pour faire les choses bien, bah, il faut se concentrer sur une chose à la fois, être bonne sur un ou deux outils. Je dis deux outils parce qu'il y a des outils qui fonctionnent en complémentarité. C'est difficile de faire du Airtable sans toucher du tout à Zapier ou à Make. Mais voilà, trouver un métier, trouver le ou les outils qui vous conviennent dessus, et concentrer vos efforts là-dessus. Alors, vous pouvez les concentrer à temps partiel si, par exemple, vous n'avez pas la sécurité financière et que vous avez besoin de garder un
un emploi à temps plein ou temps partiel à côté. Ça, c'est tout à fait possible et tout à fait compréhensible et malheureusement nécessaire pour beaucoup de gens. Mais si vous avez la possibilité, si vraiment vous voulez vous donner les meilleures chances, identifiez ce que vous voulez faire et concentrez-vous dessus. Il y aura largement assez de boulot pour s'occuper et dans tous les cas, il n'y a pas besoin de poster 3 fois par jour sur LinkedIn pour s'en sortir, quel que soit le choix que vous faites. Voilà. Oh, j'approuve. J'ai écouté. Je bois tes paroles. Je postillonne pas tant que ça. Non, ça va. Il y a l'écran qui me protège au cas où je peux expliquer comme ça. Je vais pas rêver. Écoutez, on arrive à la fin de cet échange qui a allègrement dépassé l'heure et demie comme souvent. C'est vrai. Est-ce que quel mot de la fin t'as envie, toi, de faire pour conclure cet échange, pour conclure sur ce sujet? Comment trouver ma voie dans le no-code? Je pense que non, je pense que le plus important, c'est de prendre du plaisir déjà dans ce que vous faites. Donc si tu fais du no-code et tu prends du plaisir, je pense que c'est déjà une bonne chose. Je pense que le plus important, c'est de se réveiller le matin et de savoir pourquoi tu te réveilles et ce qui te motive. Ça peut être n'importe quoi. T'es pas là pour juger ce à quoi tu penses. Et je pense que si tu te réveilles le matin, tu es content et que ton travail, que ce que tu fais te rend heureux ou heureuse dans la vie, je pense que c'est le plus important. Après, je pense qu'il faut pas non plus se poser des questions et de se dire qu'est-ce que je ferai dans 5, 6 ans, 7 ans, etc. Je pense qu'on Non. mieux laisser le temps répondre à cette question-là. Et concentre-toi déjà sur ce que tu veux faire aujourd'hui et demain, et ce sera déjà très bien. Puis après, laisser couler les choses et puis avancer, quoi. Et puis tester, ça marche tant mieux, ça marche pas, bah voilà. Et si tu as la chance de pouvoir faire ça, tant mieux. Et sinon, bah charbonner et tout donner, quoi. Voilà. Si tu arrives à prendre du plaisir, je dirais que c'est l'important. Et évidemment, pas hésiter à partager mon documentaire quand il sort la semaine prochaine, bien sûr. Déjà, à le regarder 7 fois, un minimum. C'est vrai. Mais c'est 7 fois sur 7 ordinateurs différents pour les vues YouTube, bien sûr. Ouais, Évidemment mais aussi, et faire des retours positifs uniquement à la personne. Si vous l'avez pas aimé, n'hésitez pas à en parler beaucoup aussi. Si vous l'avez pas aimé, partagez-le aux gens que vous aimez pas. Ça me servira quand même. Et si vous avez bien aimé, partagez-le aux gens que vous aimez pas non plus. Ça me servira aussi quand même. Mais normalement, il est bien. Ma mère a dit qu'il était bien, donc c'est dire qu'il est bien. c'est fiable. C'est fiable. C'est bien. Elle Et, disait. et surtout, regardez-le bien pendant la première heure de publication, c'est important pour l'algorithme. Voilà, donc Bon, après, c'est un truc de 40 minutes, donc je pense qu'il va pas être parti. En plus, le titre est hyper bait clicker et l'affiche aussi. Non, mais après, je pense que non, par contre, c'est une occasion pour faire des choses. Genre, alors, c'est bizarre. C'est une occasion pour lancer des choses. Genre, par exemple, si vous êtes dans votre ville et vous dites, ce serait bien qu'on fasse des meet-up et tout, bah, organisez un meet-up, projetez le documentaire. Je pense qu'en fait, c'est une bonne occasion pour organiser des trucs et tenter des choses. Et je pense que j'aimerais beaucoup que le documentaire il puisse servir de support pour, je sais pas, vous êtes, par exemple, je sais pas, vous êtes à Montpellier, non, vous êtes à Strasbourg, il y a jamais eu une meet-up à Strasbourg. Bah, dites-vous, on trouve un endroit, on projette le documentaire, puis on fait un meet-up. Et vous pouvez m'inviter totalement. Alors, pas sûr que je vienne à tous, parce que j'ai 3 mois là qui arrive un peu chargé, mais je viendrai avec plaisir si je peux venir. non, c'est une, Et aussi. c'est vrai vrai, qui c'est une permet de vraie faire bonne des choses. idée. Ouais, et tu vois, montrer, moi j'aimerais bien en faire un à Paris et faire du coup une projection plus grand public à Paris. Mais ouais, j'aimerais bien, je pense que c'est un très bon support pour le faire n'importe où. D'ailleurs, je dis en France, mais peu importe où vous êtes. Hein. Je pense que en fait, du coup, il est là, il sera gratuit, il sera accessible sur YouTube. Donc franchement, c'est un bon moyen pour faire un truc, quoi. Et en fait, ça vous permet d'avoir un support, de pouvoir introduire des gens, et au moins, ça fait un truc sympa, quoi. On va le montrer, je sais pas, à n'importe qui, quoi. N'hésitez pas à le voir dans la famille, bien sûr, il est tout public. Il y a des chiens, il y a des chats, il est tout public. Les images sont jolies, les gens sont sympas. Et il est sous-titré, il sera sous-titré en anglais et en espagnol aussi, grâce à mes 1450 copier-coller. Donc, évidemment, si vous voulez en parler en English, and in Spanish, je sais pas l'accent espagnol, mais voilà, il y aura les sous-titres français, français pour sourds et malentendants, anglais pour les anglais, et espagnol pour les espagnols. Magnifique. Non, mais en tout cas, moi, je sais que... J'ai mis mon affiche de moi-même derrière moi. Ah bah oui, effectivement. Il n'y a pas le point dessus, mais affiche, bien sûr, fait par mes talents sur Paint, évidemment. Ça se voit. De fou. Mais en tout cas, moi, j'ai très hâte de regarder. Je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes dans la communauté. À la fois parce que, évidemment, on est tous et toutes admiratifs de ton travail, mais aussi parce que, enfin, moi, je vois un peu ça aussi comme une ode à la communauté, à ce mouvement, à tout ce qu'on aime bien dans le no-code. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir
contenu qualitatif et fait pour durer, pas juste un live Twitch qui est périmé et qui est fini, mais vraiment quelque chose qui est fait pour durer, qui aura toujours de la valeur, dans quelques années et parce que rien de comparable aura été fait et du coup, Ouais, et c'est surtout, je pense que un bel excuse-moi. événement. Ouais, je pense surtout que le documentaire il est intéressant aussi. C'est ce que tu as dit, c'est qu'il y a aussi là, un côté très intemporel. C'est qu'il est pas ancré sur il est pas ancré sur une actu chaude et que je pense qu'il est froid. C'est-à-dire que ce qui est dit dans le documentaire, je pense que ça peut s'appliquer à dans 2 ans. Et ça pourra toujours être regardé, écouté dans 2 ans. Je pense pas qu'il se périme. Je pense qu'il y a des parties dans le documentaire peut-être qui glissent un peu, mais comme c'est beaucoup des histoires et des récits, je pense qu'il a un Mmh. côté intemporel qui est assez intéressant. Et à part, on va dire, la qualité de l'image et le montage, il n'y a rien qui sera mauvais. Et il sera dispo, je pense, vendredi sur YouTube. Je sais pas encore. En fait, j'ai pas encore décidé, donc il faudra que je vois. Mais il sera dispo dans la foulée sur Internet. Vous serez au courant. Donc il sera diffusé 1 ou 2 fois au No Code Summit? Le Summit, il sera diffusé une fois. Il sera Une diffusé fois? le mardi à 13h. Donc le premier jour du Summit dans le grand amphi de 13 à 14h. Et après, il y aura des petites questions-réponses. Et après, si vous l'avez pas vu, ou s'il y a plus de place, je sais pas trop ce qui va se passer. Donc soyez là à 13h. Et puis voilà. Mais s'il y a pas de place dans le truc, je sais pas, peut-être, je sais pas. J'ai pas l'info là-dessus. On va pas briefer. Mais normalement, il y aura de la place. Amphithéâtre. Et ouais, et puis pour la petite histoire, c'est pas tout à fait, un hasard si on discute de ce sujet-là, tous les 2 aujourd'hui. Enfin, j'ai fait mon premier jet de sujets et d'intervenants quand j'ai conçu cette émission en décembre l'année dernière et je savais que je voulais parler de ce sujet où j'en avais quelques autres en réserve, avec toi et du coup, ça me paraissait juste, logique de le faire maintenant, au moment où tu sors ton docu parce que c'est aussi totalement connecté avec toutes ces histoires qu'on retrouve, toutes ces trajectoires, tous ces gens qui ont trouvé leur voie justement dans le no-code et vous allez pouvoir, découvrir tout ça très, très prochainement. Bah, écoute, merci beaucoup, Stan, pour tout ça, Merci à pour toi. ton temps, Merci à pour toi, ta Richard. participation et pour tout, ce que tu fais pour la communauté, pour l'association, No Code France, voilà, que je le répète, vraiment un des piliers de cette communauté et je le dis d'autant plus que tu es moins présent sur Slack aujourd'hui que quand je suis arrivé il y a Ouais, 2 ans et totalement. que C'est vrai que là, ça fait 6 mois, je suis absent du Slack absolu. Je réponds et qu'au MP que et j'ai totalement disparu, c'est vrai. et que du coup, les nouvelles personnes qui arrivent ne savent pas qui tu es, ne savent pas l'importance que tu as et que c'est important de le dire aussi. Donc je le rappelle, le gros événement au calendrier, on en a déjà parlé, c'est le No Code Summit la semaine prochaine, mardi 10 et mercredi 11 octobre à Station F, organisé par nos amis du SFPN, le syndicat français des professionnels du no code, hein. Ce n'est pas un événement No Code France, pour, éviter enfin, des fois on l'entend donc je tenais à clarifier les choses, mais c'est un événement auquel évidemment toute la communauté, No Code France sera là en masse avec des t-shirts, si on les reçoit, espérons. Heu et c'est vraiment un événement important et incontournable, hein, qui rassemble la communauté. On était très, très nombreux l'année dernière, à s'être vus en vrai pour la première fois, à cette occasion, après avoir passé des mois, voire des années à échanger, par, Slack interposé ou par visio et cetera et se voir en vrai et là, il y a des amis qui viennent de La Réunion, pour le No Code Summit cette année, que je vais voir en vrai pour la première fois aussi et tout. Enfin, c'est vraiment un grand événement donc si vous êtes disponible et que vous tâtez encore à venir, je vous encourage chaudement à le faire. Pour la suite, le mois prochain, il y aura pas d'émission, je serai en vacances le 1er mercredi du mois et j'ai besoin de souffler un peu, mais je conclurai cette première année de No Code Talks, en décembre, le 6 décembre à 13h avec un peu un retour aux sources puisqu'on abordera le sujet: «Qu'est-ce que le no code?» avec Valérie Quignaud. Donc, à la fois une explication, voilà, le no-code expliqué à ma grand-mère, ou à mon boss ou à toute personne qui ne sait pas du tout ce que c'est, Xavier. et en même temps, tirer un peu le fil et
on va dire, dresser le panorama de ce qu'est le no-code aujourd'hui. Qu'est-ce que ça inclut? Quelle est la frontière entre no-code, low-code, et cetera? Est-ce que vraiment ça a un intérêt de se poser la question et de tracer cette frontière, et cetera? Donc voilà, on échangera avec Valérie. Alors ça, c'est à confirmer encore de son côté, tout n'est pas sûr, mais si tout va bien, ça se passera avec elle le 6 décembre à 13h. Merci encore une fois, à Stan, à toutes les personnes dans le chat là, vous avez été encore une fois géniaux et hyper productifs. Vous nous avez, alimentés dans notre échange, dans notre réflexion. Donc merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine au No Code Summit pour celles et ceux qui y seront. D'ici là, prenez soin de vous, no codez bien. Je vous souhaite un excellent week-end, puisque une fois n'est pas coutume, on est vendredi. Donc bon week-end, bonne fin de semaine. Merci Stan encore une fois Yes. Bonne semaine tout le monde. et le replay est trouvable sur YouTube et les différentes plateformes de podcast, sauf Apple qui ne m'aime pas et qui n'accepte pas mon podcast. Allez, à bientôt tout le monde. Salut.